On tient à souligner votre présence, votre intérêt pour la démocratie, pour la participation citoyenne. Puis la présente campagne est importante dans ce sens-là. Puis je trouve ça beau de voir qu'il y a autant de gens qui s'y attardent. Alors, je me présente, Rémi Pelletier, à la CDC du Haut-Saint-Laurent, Corporation de développement communautaire. On a un mandat de participation citoyenne, justement, et de mobilisation démocratique. Donc, notre rôle ce soir s'actualise bien. Et je vous présente ma collègue Janie Arsenault, qui est aussi la directrice d'une CDC, une corporation de développement communautaire, mais pour le territoire des Jardins de la Pierreville. Sans plus tarder, je vais vous laisser aux soins de l'animatrice de la soirée. On parle de Maude Bégin-Gaudette, qui est organisatrice communautaire au Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Donc, elle travaille dans la région de Cateri. Puis, et Jardin du Québec, merci. Donc, en tant qu'organisatrice communautaire, elle était très habilitée à animer ce débat-là. Donc, je vous laisse à son soin, puis je vous souhaite une bonne soirée. Bien, je vais inviter chacun des candidats à venir s'asseoir. Je vais vous les présenter. Donc, j'inviterai M. Stéphane Billette, député sortant et candidat pour le Parti libéral. Madame Huguette Hébert, candidate pour le Parti québécois. Madame Claire Isabelle, candidate pour la Coalition Avenir Québec. Ainsi que M. Aidan Hodgin Ravensbergen, candidat pour Québec solidaire. Donc, ce soir, moi, je serai la gardienne du temps. Donc, je serai impitoyable sur l'horaire de la soirée afin que tous et chacune puissent s'exprimer et exprimer leurs idées ce soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter. Ce soir, il y aura 6 thématiques qui seront explorées. Et les questions et les thématiques ont été élaborées par un comité d'acteurs composé de différents partenaires du milieu. Puis l'idée, c'est de représenter le plus largement possible les enjeux du territoire de la circonscription. Les thèmes qui ont été choisis sont le développement local, le développement économique, la réalité agricole, la culture, l'environnement, la réalité anglophone. Ce soir, c'est important de respecter les règles qui sont de temps attribuées à chaque personne. Donc, il y aura 1 minute 30 par candidate pour répondre à chacune des questions. Et ensuite, il y aura un 30 secondes de temps de réaction pour chacun et chacune des candidates qui puissent réagir aux propos ou ajouter des choses supplémentaires. L'ordre de prise de parole des candidats a été déterminé au hasard et par tirage au sort. Et les réactions vont se dérouler dans le même ordre également. Toutes les questions ont été envoyées en avance aux candidates. L'idée, c'était qu'ils puissent avoir des réponses complètes et ces réponses-là vous sont offertes à la fin. Je sais que quelques personnes ont mis la main sur ces réponses-là. L'idée était de faciliter la traduction. Donc, les candidates ce soir pourront s'exprimer en français ou en anglais. Et les questions seront également affichées sur les écrans en français et en anglais. Et ils pourront, si ce n'est pas dans la langue de réponse que vous maîtrisez, à ce moment-là, vous aurez sous les yeux la réponse écrite du candidat, mais les candidates pourront aussi ajouter des informations supplémentaires qui ne sont pas sur les réponses, ajouter plus d'informations s'ils le souhaitent. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Il y aura ce soir une question du public qui sera pigée. Donc, vous étiez encouragés à l'entrée à écrire une question. Et il y a une question qui sera donc pigée parmi l'Assemblée. Et c'est cette question-là qui sera posée. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, que ce ne soit pas une question qui a déjà été posée dans le cadre du débat. Mais autrement, ce sera la question qui sera choisie. Ce que je vous demanderais ce soir, c'est que c'est un débat non partisan. Je tiens à le souligner. On va s'assurer qu'il y a un respect, une neutralité dans la salle. Donc, je vous demanderais de ne pas applaudir à chacune des réponses que les candidates vont donner. Donc, une certaine neutralité et gardez vos applaudissements qui seront bien nourris, j'imagine, pour féliciter nos candidats à la fin. Donc, de façon équitable, on gardera ça pour la fin, ce qui nous permettra également de sauver du temps et de progresser dans notre débat.
Donc, le débat a été organisé avec seul objectif d'aider les citoyens et citoyennes à faire leur choix en pleine conscience, comprendre les enjeux et comprendre les options qui sont proposées devant eux. C'est vraiment l'exercice citoyen démocratique auquel on s'adonne ce soir. So I'll be explaining the rules in English right now. So tonight we have many themes that will be covered, and the theme chosen and all the questions have been chosen by a local-based organization, and this issue is to cover widely what's happening in the district. 6 themes will be covered tonight: social development, economic development, agricultural reality, culture, environment, Anglophone reality. Each candidate will have 1.5 minutes per question and 30-second reaction time for each candidate. The seconds in which each candidate will answer have been determined by draw, and the reaction time is the same sequence. 2 questions will be asked in English. The organizing committee of this debate took all means to ensure that the debate is accessible for Anglophone and Francophone communities. So all questions will be shown in these screens in both languages. Each candidate have received all questions in advance, except for those or for the question that will be picked tonight in the assistance. Their answer have been given to you at the door in the language of your choice, and I think you receive a copy of the answers, so it will help you to read the answer if you don't master French or English. But each candidate can answer by the language of their choice. Candidates must respect their time that is allowed to them. And 1 question will be picked from the crowd tonight. I'm asking you a little thing to stay neutral and to upload only at the end of the debate to ensure that this debate is neutral and yeah. This debate is organized to help the citizen to make an informed choice and to understand all options that are given to them so they could vote the way they feel about it. Donc voilà, nous serions partis pour les questions. Est-ce que les candidats sont... Présentation, apparemment. Oui, on va commencer par les présentations, évidemment. Donc je vais demander à chaque candidate, un petit mot d'introduction, de se présenter, petit mot d'introduction, qui, évidemment, est de 1 minute 30. Et nous allons commencer par M. Stéphane Billette. Bien, merci beaucoup. Je veux souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je veux dire, c'est un exercice très important pour la démocratie, mais surtout pour les idées au niveau du comté de Huntingdon, circonscription que j'ai la chance de représenter à l'Assemblée nationale depuis maintenant 10 ans. 10 ans dans lesquels on a pu travailler dans le respect, dans la concertation, et dans la fierté. Je pense qu'on peut être fier de notre comté. J'y suis né, j'y demeure maintenant depuis 47 ans. J'ai cultivé la ferme familiale, j'y ai toujours grandi, j'ai fondé ma famille également, ma fille qui est ici, ma conjointe également. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je pense qu'avec ces 3 valeurs-là qui sont vraiment très importantes pour moi, on a vu les résultats. Des investissements majeurs dans nos infrastructures scolaires, dans nos infrastructures municipales, dans nos services, dans nos différents partenaires, avec nos différents partenaires également. Et un mot qui était à l'ordre dans ces 10 années, c'était la concertation. Et ça aussi bien au niveau des élus municipaux, des groupes communautaires, des gens, de représentants de la population. Donc, je vous salue chacune et chacun ce soir d'être présent. Je pense que c'est très important. I'd like to welcome you all tonight. It's a very important exercise we're doing for democracy, but we'll be talking about Huntingdon, all the projects, all the investments we've done, but I think something very important is we've been working together for the last 10 years. Huntingdon is very important for me. That's where I grew up. I was born there. I lived in here for 47 years. I had my family there. My wife's here. My daughter's here tonight. So it's really my roots there, Huntingdon. So proud to be here tonight. Merci beaucoup et bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous. Merci, M. Billette. Je demanderai à Mme Huguette Hébert. Bonsoir. Bien, moi, vous me connaissez moins. Alors, je suis fière candidate du Parti québécois.
Je suis née sur une ferme à Saint-Cyprien de Napierville et j'habite depuis 40 ans à La Colle. D'abord formée en dessin de mode à Montréal, les années m'ont menée à tenir des postes de gestion, d'administration. Ça va? Oui? Parle plus proche. De gestion, d'administration et de mise en marché. Et plus tard, j'ai voulu transférer ces connaissances-là. J'ai réalisé plusieurs missions en Inde, au Sénégal et à Haïti. Vous savez, j'ai toujours été bien impliquée dans ma communauté. Alors, avec une équipe, on a mis sur pied la Maison des jeunes à La Colle. Ma contribution y a été plus dans l'administration et le contrôle des budgets. Pour mieux accompagner l'organisme dans sa mission, je suis retournée à l'école et je suis diplômée en gestion des ressources humaines du HEC. J'ai fréquenté le monde municipal, je suis devenue conseiller municipal et ça m'a permis d'acquérir des bonnes connaissances en gestion municipale et intermunicipale. J'ai été aussi au C3S du Haut-Richelieu, au comité des... Madame Hébert. Oui, voilà. Merci. Alors, je suis désolée, mais c'est pas mal ça. Madame Claire Isabelle, c'est votre tour. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. It's a pleasure for me to be with you. J'en profite pour remercier les organisateurs et les 3 autres collègues ici ce soir parce que c'est un exercice quand même pas si facile. Je suis native de Saint-Michel. Mes parents ont développé l'entreprise maraîchère Clovis Isabelle ou C. Isabelle Inc. Aujourd'hui, la 3e génération avec mes frères et sœurs ont pris la relève et nous en sommes fiers de ce bel accomplissement. De mon côté, par goût de l'aventure, j'ai choisi de poursuivre mes études jusqu'au doctorat, tout en restant très attachée à la famille et également à la terre. Après mon doctorat, j'ai travaillé comme professeur à l'Université de Moncton de 1997 jusqu'en 2004, où l'Université d'Ottawa est venue me chercher pour travailler en administration scolaire à la Faculté d'éducation. Le monde politique s'est imposé à moi lorsque j'ai rencontré M. Legault en 2011, lorsqu'il a créé ou composé, son nouveau parti, la Coalition Avenir Québec, son programme axé sur l'éducation, l'économie et les aînés m'ont attiré, étant donné les besoins criants dans le comté. Je pourrais vous parler de plusieurs problématiques, mais je vais m'arrêter ici parce que je veux répondre aux questions qui nous ont été soumises du mieux que je peux afin de favoriser une meilleure qualité de vie pour toutes et tous dans le comté d'Huntington. Et j'ai encore 4 secondes. J'ai coupé, mais en tout cas, c'est bon. Merci, Madame Isabelle. Alors, c'est maintenant au tour de Aidan Hodgin Ravensbergen. Good evening tout le monde, pour être bilingue. Merci infiniment d'être venu. Je me présente. Appelez-moi Aidan. On va mettre Hodgins Ravensbergen de côté. On va sauver beaucoup de temps et de confusion. J'ai grandi sur une ferme à Hemingford, pas si loin d'ici. Et même si j'étudie en histoire et en civilisation antique à l'Université Concordia, nos campagnes montérégiennes dégagent un air qui me ramène toujours chez nous. Je travaille ici, en tant que gestionnaire au Parc Safari et en tant qu'aide à domicile au CLSC Jardins du Québec. Vous avez sûrement pu remarquer que je suis différent du politicien et des politiciennes à mes côtés. J'ose croire que je me distingue du cadre traditionnel d'un politicien. Une preuve concrète, c'est que j'ai fait cette campagne avec seulement 3 chemises, expliquant aux gens que, comme un politicien, un étudiant doit faire des choix avec son budget. Sincèrement, je me suis engagé dans cette campagne parce que je me soucie profondément des gens et parce que je m'inquiète énormément quant à notre avenir. Il y a des enjeux criants dans notre société et je ne pouvais pas me permettre de les entendre sans agir tout de suite, avec toute ma tête et tout mon cœur. Pour en nommer qu'un seul, on a vu 1,5 milliard de dollars coupés en éducation dans les derniers 15 ans, alors qu'un tiers de nos élèves décrochent et que nos professionnels s'épuisent pour faire fonctionner un système qui a laissé nos écoles tomber. J'aimerais aussi aborder les changements climatiques, même avec 15 secondes, et vous partager que c'est les yeux des enfants qui m'amènent ici ce soir à défendre le seul parti qui a un plan concret et ambitieux pour lutter au changement climatique. Chez Québec solidaire, nous avons une vision différente, une qui met le peuple et son avenir avant tout. Et je vous remercie de nous laisser la chance de le défendre ici. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec le premier thème de la soirée qui porte sur le développement social. Donc, les questions ont été sélectionnées par le comité mobilisation de la CDC du Haut-Saint-Laurent. Donc, question 1 qui porte sur le logement.
Il y a présentement en attente de logement à prix modique 33 personnes dans le Haut-Saint-Laurent et 610 dans la MRC des Jardins de Napierville et du Haut-Richelieu. Ces chiffres démontrent qu'il y a un grand besoin de logement, que ce soit à cause du faible revenu, de discrimination ou d'une offre globale insuffisante. Les raisons qui expliquent ce phénomène sont multiples et diverses. Vous avez annoncé 3 000 unités de logement social au dernier plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la participation sociale. Que comptez-vous faire pour assurer que des projets de logements sociaux voient le jour dans notre région? Alors, premier tour de réponse à Mme Hébert. 1 minute 30. Oui, alors voilà, le Parti québécois s'engage à construire 3 000 unités de logement par année. On va s'assurer aussi que le fédéral remplisse sa promesse et construise les 2000 unités qu'ils se sont déjà engagés à construire. Aussi, on veut, nous, offrir des logements sociaux, mais plus grands, qui vont être utiles pour les familles. Parce que 3,5, une famille, ça ne rentre pas. Et pour nous, pour la région, moi, les 5 000 unités, parce que les 3 000 promis et les 2 000, ça fait 5 000. Alors, on va s'arranger pour qu'on ait notre part du gâteau et pour qu'il y en ait vraiment dans notre secteur. Puis aussi, on va trouver des partenaires qui vont pouvoir livrer dans les meilleurs délais. Voilà. Merci, Madame. Madame Isabelle? Oui, Oui, logements sociaux. Écoutez, je suis surprise qu'on aborde encore ce thème, puisqu'on en a déjà parlé en 2012, 2014, mais je vois qu'on doit encore en parler en 2018. Le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion propose pour 2017-2023 3 000 unités de logement. Si j'ai bien compté, juste dans quelques circonscriptions, puisqu'on parle d'ici et Haut-Saint-Laurent, il en manque près de 650. Alors, un gouvernement de la CAQ va construire des logements sociaux au même titre que les maisons des aînés déjà annoncées, là où les besoins existent, entre autres ici chez nous. Mais pour atteindre les objectifs, je vais travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral, les organismes fédéraux et provinciaux et tous les intervenants concernés. Pour les projets en cours, il faudra s'assurer qu'ils soient réalisés dans les délais. Pour les futurs projets, il faudra aussi simplifier la bureaucratie inhérente à ce type de projet afin de réduire justement la paperasse. Offrir des logements sociaux à toutes les personnes dans le besoin requiert une volonté politique réelle et non seulement de vagues promesses sous forme de plans d'action qui n'apportent bien souvent pas toutes les solutions. Merci beaucoup. Vous êtes sur votre temps. Je vous félicite. Oui, c'est beau. Monsieur Hodgin Ravensbergen. Moi, je vais avoir de la misère parce que c'est un thème super vaste. Nous considérons que le plan libéral de 3 000 logements ne tient pas compte des besoins actuels. En fait, ça continuerait à laisser tomber les plus vulnérables de notre société. Nous, on supporte les demandes de Frappru, un organisme qui connaît les besoins actuels. Et notre cadre financier prévoit donc la construction de 50 000 logements sociaux. On voit qu'il y a quand même une distance énorme. Il faut revoir les coûts de construction. Ils n'ont pas été mis à jour depuis une dizaine d'années. La conséquence, c'est que par manque de financement et par manque de volonté politique, les projets ne se réalisent pas. Ils coûtent de plus en plus cher pour construire du logement social, alors que les normes du programme Accès Logis n'ont pas changé. De plus, le programme Accès Logis demande une contribution financière aux municipalités. Cette contribution peut être sous forme de crédit de taxe foncière, mais cela est très souvent insuffisant pour assurer la viabilité et la réalisation des projets. Il est difficile pour de petites municipalités de faire une contribution monétaire de plusieurs milliers de dollars. La mise à jour des coûts de construction fera en sorte qu'un congé de taxes soit suffisant pour assurer la viabilité des projets. Il faudrait également prévoir une modulation du programme pour inciter les petites municipalités à investir en logements sociaux, afin qu'il y en ait plus dans notre région. Québec solidaire assurera cette refonte et cette modulation du programme Accès Logis. Il faut aussi revoir la salubrité et la conformité des logements sociaux existants et il faut s'assurer de construire ces logements près des centres et des services publics afin d'éviter la ghettoisation. Le logement n'est pas juste un déterminant de la santé, c'est un droit humain. Donc, un gouvernement solidaire mettra tout en œuvre pour en assurer la disponibilité. Merci beaucoup.
Monsieur Billette. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet très important et très local également. Souvent, pensé dans les grands centres. Et je veux dire, honnêtement, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je remercie les partenaires qui ont travaillé avec nous, que ce soit les groupes communautaires, que ce soit les municipalités. On en a développé des logements sociaux. On a inauguré, là, il y a 1 an, un 27 logements à Huntingdon. Et ça pour des familles monoparentales, des aînés également à faible revenu. Puis c'est ça, lorsqu'on dit travailler en concertation, développer des choses que les gens ont besoin. On l'a fait à Huntingdon. On l'a fait à rue Hector également à Hermestown. Je l'ai inauguré il y a quelques années. On en a fait également dans le temps que Saint-Rémy était dans le comté. Et comment? En travaillant avec les besoins des gens, en travaillant avec ces personnes-là, les municipalités, les groupes communautaires, les groupes de ressources techniques sont vraiment des experts là-dedans. Et c'est comme ça qu'on va répondre vraiment aux besoins des gens. Oui, c'est beau les milliers de places, mais c'est important d'avoir des projets adaptés également à nos milieux. La diversification dans ces logements-là est très importante. À Huntingdon, c'est un 27 logis pour une population d'environ, si on prend juste la ville d'Huntingdon, de 2500 personnes, mais la périphérie, environ 7 000 personnes. Donc, on en retrouve pas seulement que pour les aînés, mais on retrouve à ce moment-là un groupe d'intervention, que ce soit au niveau des aînés, des femmes monoparentales, des hommes également, des fois monoparentales, les personnes âgées à faible revenu, les familles également à faible revenu. Donc, c'est la diversité qu'il faut offrir à nos gens. C'est près de 3000 places qu'on a offertes annuellement au niveau d'Accès Logis. Accès Logis, c'est d'aider le monde qui ont une difficulté à payer le logement, qui n'ont pas le revenu suffisant. Ça peut être des gens qui ont eu un très bon salaire toute leur vie, mais on regarde les dépôts à terme actuellement à 1 %. Le revenu n'est pas ce qu'on avait escompté à ce moment-ci. Donc, c'est important de soutenir ces gens-là. Déjà terminé? Bien sûr. Ben, je vais revenir pour mon temps. Vous aurez un temps de réaction de 30 secondes. Donc, c'est des temps de réaction, donc 30 secondes, chacune. Donc, Madame Hébert, c'est votre tour. Moi, Monsieur Billette, je vais vous poser la question. On parle justement de la colle. C'est un échange de questions. En fait, elle a 30 secondes, elle pose sa question. Okay. Ensuite, vous pourrez utiliser votre temps de réaction à votre guise. Bien, quand moi, je travaillais pour la politique des aînés à la colle, ça fait plusieurs années, on avait déjà décelé le manque de ces des unités de logement à la colle. C'est toujours pas fait. Et dans la politique, c'était dans le journal, là, où on s'engage à en faire 30. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour qu'ils ne se réalisent pas? Vous en avez fait à Huntingdon? Merci, Mme Hébert. Donc, Mme Isabelle, votre 30 secondes. Oui, écoutez, je poursuis un peu dans la même lignée, puisqu'en 2012, on en avait parlé, 2014, on en avait parlé, on avait fait savoir qu'on allait régler ce problème-là des logis, tant pour les mères monoparentales et les personnes âgées et tout, les aînés, mais on se retrouve encore en 2018 où on semble indiquer qu'il y aurait près de 650 logis ou un manque de logement pour 650 personnes. Alors, c'est un peu inquiétant, là. Merci. C'est mon point. Merci, Mme Isabelle. Monsieur Hodgin Ravensbergen. Écoute, j'en ai dit beaucoup tantôt, j'ai quasiment manqué de temps. Mais si j'ai une chose à rajouter, c'est aussi qu'il faudrait faire en sorte que les minorités visuelles puissent acheter des terres ici ou avoir un logement au moins. Je remarque qu'il y a très peu de personnes issues des minorités visuelles dans notre région. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait nous aider aussi à diversifier la richesse de la culture, mais surtout, pas surtout, ça nous aiderait aussi à faire face à la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Donc, j'ajouterais ça aux besoins que M. Billette a bien énumérés tantôt. Merci beaucoup. M. Billette, votre 30 secondes. Mais je pense que c'est important. Puis je ne répondrai pas à chaque question parce que j'ai seulement que 30 secondes. Il faut poursuivre également. Puis je pense que c'est important, le logement social, de garder nos aînés dans Huntingdon également, d'avoir des places où ils peuvent aller rester par la suite. Pour la colle, je vais vous dire, je pense qu'on doit travailler en collaboration. Donc, il faut que les gens travaillent avec nous, amener un projet, développer le projet à ce moment-là, ce qui est très important. Et je vais vous dire, on en discute actuellement dans Sainte-Barbe, dans la colle. J'en ai discuté la semaine dernière avec le conseil de Sainte-Martine. Donc, il y a des opportunités de développement. Il faut bien les faire, il faut bien les développer pour aller chercher notre part du 226 millions qu'il y a annuellement à la grandeur du Québec. Merci, M. Billette. Donc, nous sommes maintenant rendus à la question 2 du thème 1 sur le développement social, donc qui porte sur le travail communautaire. Le salaire moyen québécois dans le communautaire est à 18,54 $, alors qu'il est à 23,56 $ pour l'ensemble des Québécois. Pensez-vous que cela représente l'écart de la valeur du travail à accomplir? Sinon, que proposez-vous pour aider les quelques 300 travailleurs et travailleuses du communautaire de la circonscription à pouvoir contribuer équitablement à l'économie locale? Donc, c'est Mme Isabelle, vous avez 1 minute 30. D'abord, j'aimerais mentionner qu'on a pu constater cet été que la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent, qui a organisé ce débat, a dû fermer ses portes cet été
question de budget, je pense que le directeur général a dû aller au chômage, plus la demi de l'employé également. Alors, je pense qu'il manque peut-être une vision à long terme et un soutien également à long terme pour nos organismes communautaires. M. Legault et de la Coalition Avenir Québec a maintes fois exprimé sa volonté de créer des emplois avec des salaires plus élevés que la moyenne actuelle des salaires au Québec. Cet objectif s'applique aussi pour le secteur de l'économie, y compris l'économie sociale. Un gouvernement de la CAQ va revoir le financement des organismes communautaires afin de le rendre plus régulier et sur une plus longue période. Ainsi, un meilleur financement va leur permettre, les organismes communautaires, d'ajuster les salaires lorsque nécessaire. Je vais m'assurer comme député de rencontrer tous les responsables des organismes communautaires et de relayer leurs besoins aux instances concernées dans un gouvernement de la coalition. Le temps des petites contributions à la veille des élections est terminé. Il faut un financement stable et régulier pour le maintien d'emplois bien rémunérés dans le secteur communautaire, afin que ces organismes puissent répondre efficacement aux besoins des personnes vulnérables et répondre également rapidement. Merci, Mme Isabelle. Monsieur Hodgkin Ravensbergen. Merci. Ma mère travaille dans le secteur communautaire depuis plus de 30 ans. Je connais la réalité du milieu. Les travailleurs et travailleuses du secteur communautaire font un travail crucial au sein de la population. Et ils luttent depuis longtemps pour les conditions de vie qu'ils et elles méritent, via Sakea notamment. Le fait que leur salaire moyen soit plus bas que la moyenne québécoise démontre qu'il n'y a pas une reconnaissance suffisante de la valeur de leur travail. Et en fait, on réalise qu'ils négligent les demandes pour un meilleur financement. Lors de ma tournée du territoire, je peux personnellement témoigner le travail énorme qu'ils et elles font pour nos communautés, malgré un manque flagrant de financement, autant pour leur mandat que pour leurs propres besoins. Avec mon parti, je suis solidaire envers leur travail et envers leurs demandes. Nous proposons de les financer de manière stable et adéquate, comme Mme Isabelle l'a dit, quoique nous, on l'a budgété. On veut augmenter leur financement de 250 millions de dollars. En plus, en luttant à la pauvreté à leur côté, notamment avec notre proposition d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, nous comptons les soutenir à travers la hausse, un peu comme nous proposons de le faire avec nos PME et l'industrie agricole. Pour leur part, les organismes communautaires recevraient l'aide de 30 millions de dollars de financement additionnel à chaque année, parce qu'il faut faire face avec cette hausse. Nous devons valoriser le travail de ces gens, qui passent leur quotidien à rendre le monde meilleur et qui ne sont pas reconnus pour autant. Merci beaucoup. Monsieur Billette. Merci beaucoup. Je veux dire, c'est une importance, je veux dire, les groupes communautaires dans le milieu, parce que de la pauvreté, des gens besoin, il y en a un petit peu partout, qu'on soit dans le Haut-Saint-Laurent, qu'on soit dans le centre-ville de Montréal, qu'on soit à Québec, en Gaspésie, on en a toujours besoin. La pauvreté, ce n'est pas un choix, c'est une réalité dans laquelle on doit faire face et ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je veux dire, dans les dernières années, le plaisir que j'ai eu de travailler avec ces groupes-là est vraiment exceptionnel. On a développé des projets ensemble à chaque année par les corporations de développement communautaire, que ce soit avec Rémi, que ce soit avec les gens également de la CDC. On a eu des rencontres. On a discuté ensemble. On a fait évoluer des projets, puis c'est la concertation. Mais maintenant, pour les appuyer, je pense que c'est important, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, communément appelé le PESOC, qui finance à ce moment-là nos organismes communautaires pour pouvoir desservir les populations qui sont en besoin actuellement. De 2003 à 2018, le budget a passé de 274 millions à 600 millions de dollars. On a eu notre part du gâteau également ici dans le comté de Huntingdon. Et dans le budget de 2017-2018, on a annoncé un investissement vraiment supplémentaire très important de 80 millions sur 5 ans supplémentaires. Donc, c'est 15 millions supplémentaires qu'on va ajouter et dans le dernier budget. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné les marges de manœuvre. On s'est donné les marges de manœuvre à ce moment-là pour pouvoir investir pour nos gens qui en ont besoin, qui sont dans le besoin également. Fait que c'est 17 millions de plus annuellement qu'on va mettre en place. Grosso modo, c'est près de 32 millions annuellement supplémentaires pour pouvoir soutenir ces groupes-là. Merci beaucoup. Madame Hébert. Et bon, alors, d'abord, moi, je connais très bien le milieu communautaire. Je sais que c'est pas toujours facile, et puis je prends le temps de vous remercier, les gens du communautaire, pour votre engagement. Nous autres, on a des choses très concrètes. On va investir 200 millions pour récurrent et cumulatif indexé annuellement. Ça veut dire que vous allez avoir une stabilité budgétaire. Ensuite de ça, 11 millions pour l'acquisition et la restauration. En fait, ça va permettre de réduire votre coût de fonctionnement. Si je vous parle de programmes d'assurance collective, de programmes
de retraite et de mutuelle de prévention en santé et en sécurité. Je pense que vous seriez vraiment confortable dans vos missions. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu souvent du personnel qui m'ont demandé pour avoir justement des programmes en assurance ou des programmes de régime de retraite. Et ça manque vraiment. Alors, on va travailler là-dessus. Et maintenant, les travailleurs communautaires ne seront pas les laissés pour cause dans tout le programme, tous les organismes. Merci. Nous sommes maintenant rendus au temps de réaction, donc 30 secondes chacune. Madame Isabelle, vous commencez. J'aimerais juste renchérir un peu ou ajouter quelques éléments concrets. Je prends par exemple le Grenier des Trouvailles, qui est un organisme communautaire qui est extraordinaire à la Colle. Je pense que vous devez connaître également. Il est, écoutez, non seulement ils ont 2 à 3 emplois, mais ils ont également réussi par l'achat qu'ils font lorsque nous y allons, dans le fond, lorsqu'on contribue nous aussi en y allant, à créer, si vous voulez, 2 autres emplois supplémentaires. Et il faut voir aussi que le Grenier des Trouvailles fait des achats collectifs. Alors, c'est vraiment des organismes auxquels on doit encourager. Merci beaucoup. Monsieur Hodgin, votre 30 secondes. Oui, j'ai quelques ajouts à faire. Je crois qu'on devrait avoir une vision différente pour ce qui est du financement du secteur communautaire. Souvent, les personnes auxquelles j'ai jasé dans le milieu m'ont dit que les financements se font surtout pour les projets. Mais en fait, il faut on voit plus grand que ça. On reconnaît que leur mandat est vaste. Il faut les financer adéquatement, non seulement pour les projets qu'ils ont dans le court terme, mais pour le long terme aussi. Merci. Monsieur Billette? Bien, merci beaucoup. Je veux dire également, ce qui est important de chercher, c'est un plan de lutte à la pauvreté qui a été déposé, là, avec des milliards de dollars. Et je pense que c'est la première fois que le Québec se donnait une vision, un développement à ce moment-là, pour soutenir ces gens-là. Je pense qu'on en a partout. Je viens ici à chaque Noël, je viens faire les paniers de Noël, on les livre. Je vais à Sainte-Martine également. Et je veux dire, c'est une réalité également qui est là. Nos organismes communautaires, on les voit. Je vois les jeunes de la Maison des jeunes de Huntingdon que je salue, qui sont avec nous ce soir. C'est ça, des organismes communautaires. Ça l'aide nos jeunes. Mme Bébert, je l'ai connue à la Maison des jeunes de l'Acole. Mais je pense que c'est l'implication puis l'engagement des gens du milieu également qui fait toute une différence. On a des bénévoles partout. Merci, on a des gens impliqués. Merci. C'est pas bien cool. Madame Hébert, c'est votre 30 secondes. Bien, moi, je vais vous dire que ce n'est pas tous les organismes communautaires qui sont des organismes d'économie familiale. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir une petite rentrée d'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le nécessaire de chaque organisme. Comme effectivement la Maison des jeunes, c'est un domaine que je connais beaucoup. Bien, souvent, on a besoin de plus de personnel et de façon temporaire. Alors, c'est bien important de les soutenir puis de donner des bons salaires. Merci, Mme Hébert. On est maintenant rendu au thème 2 qui porte sur le développement économique. Les questions ont été identifiées grâce à la collaboration du pôle en économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent et suite à une consultation de la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois-Valleyfield Haut-Saint-Laurent. Donc, la question porte sur la main-d'œuvre. Considérant le fait que le taux de chômage actuel avoisine les 5,8 % au Québec et de 4,1 % en Montérégie, selon des données d'avril 2018, et le vieillissement de la population qui s'accélère, considérant que ces 2 facteurs mettent une pression sur la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée, en région rurale notamment, quels efforts entendez-vous consentir afin d'attirer et de retenir une main-d'œuvre qualifiée dans la région pour ainsi assurer la survie de nos entreprises? Alors, premier tour de parole, M. Hodgin Ravensbergen. Donc, dans les régions rurales, Québec solidaire mettra en place des politiques pour assurer le développement social, démographique, écologique et économique. Notamment, on soutiendra la relève locale. On adoptera une politique pour augmenter la population hors des grands centres et on bonifiera les services pour maintenir la population et les entreprises. Par exemple, nous allons créer Réseau Québec pour connecter toutes les régions du Québec à un réseau Internet à très haute vitesse à un prix 30 % moins cher. Actuellement, les compagnies de télécommunications ont laissé tomber la population. Nous allons aussi nationaliser le transport interurbain pour offrir des services de qualité à des coûts moins élevés à travers le Québec. Nous voulons créer des carrefours d'accueil en immigration pour intégrer les immigrants dans nos régions tout en assurant leur francisation et leur inclusion, autant dans des emplois que dans notre société. Je lève d'ailleurs mon chapeau à ceux d'entre vous qui travaillent déjà avec une approche similaire dans la région. Nous ne voulons pas barrer, tester
ou expulser les immigrants comme la CAQ. Chez Québec solidaire, nous voulons les accompagner pour mieux les intégrer. Quelque chose que les libéraux n'ont pas pu faire, considérant que le taux de chômage des minorités visuelles est quasiment 2 fois plus élevé que la moyenne des personnes non racisées. Nous allons aussi faire reconnaître plus de diplômes provenant de l'étranger. Nous allons soutenir les entreprises locales, les entreprises durables. Et pour ce qui est de la qualification, sachez aussi qu'il y a des grands investissements en éducation qui se feront avec un gouvernement solidaire. Merci. M. Billette, c'est votre tour. Bien, merci beaucoup. Je veux dire, c'est une réalité qu'on n'aurait jamais pensé il y a 10 ans, de dire qu'on était pour manquer de main-d'œuvre. Dans le maraîcher, oui, on s'en était perçu il y a plusieurs années, il y a une trentaine d'années. Maintenant, on fait venir des travailleurs étrangers. Mais je veux dire, il y a 2 facteurs. Il y a 2 facteurs qui peuvent expliquer cette réalité-là. Permettre des choses, 220 000 emplois créés au Québec, c'est exceptionnel. Personne ne croyait qu'on était pour créer 220 000 emplois. C'est vraiment la réalité qui est arrivée, dont 200 000 à temps plein. Également, croissance démographique. On connaît tous des baby boomers. On est maintenant à l'âge de la retraite au niveau des baby boomers, fait qu'il y a de plus en plus de monde à la retraite. C'est une courbe qui se déplace un petit peu comme on a vu au Japon. Donc, c'est une réalité à laquelle on doit faire face, que nos baby boomers vont prendre la retraite. Les solutions maintenant pour régler cette problématique-là, premièrement, garder nos travailleurs expérimentés le plus longtemps possible sur le marché du travail. Comment? En leur permettant que quelqu'un dit « Je fais plus d'argent, je peux à ma retraite que si je viens travailler », mais c'est de mettre les outils en place pour s'il travaille, il en reste plus dans ses poches. Ce qu'on propose à ce moment-là, c'est d'augmenter le crédit d'impôt et de pouvoir reporter à ce moment-là la Régie des rentes du Québec. Quelqu'un qui retirait 1 000 à 65 ans, s'il retire sa Régie des rentes, il va en retirer 1 400. Fait que c'est un incitatif, je pense, qui est intéressant pour les gens qui sont en forme, qui veulent continuer à travailler, puis dire on peut en avoir autant. L'autre facteur, c'est l'immigration. On le connaît bien ici dans le milieu, là. C'est pas loin de 8 000 travailleurs étrangers, principalement guatémaltais, mexicains, ils viennent temporaires, mais c'est des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent nous aider à ce moment-là. Puis je veux dire, c'est important. Et pour bien les intégrer en région, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup qui s'en vont à Montréal puis en région, c'est de les former en entreprise et également avoir avec les MRC. Et je vais revenir tantôt, hein, il manque de temps, ça. Merci, M. Billette. Madame Hébert. Bon, ben moi, je vais y aller d'une façon plus concrète. Alors, la circonscription, elle se veut accueillante. Et vous savez, on a de grands espaces. Vraiment pour aider à la pénurie de main-d'œuvre, en mettant Internet haute vitesse, ben on va pouvoir encourager le télétravail. Et on va pouvoir aussi être à l'écoute des initiatives locales. On va favoriser aussi l'accès pour, justement, nos jeunes entrepreneurs au marché mondial parce qu'on a Internet. On va bonifier aussi par des garderies à 8 4 et gratuit pour le 3e. Donc, ça va aider à l'essor économique. Et puis, pourquoi pas aussi penser à nos aînés qui sont encore énergiques, qui pourraient reprendre un emploi, peut-être partiellement, mais on est encore plein d'énergie. Voilà. Merci beaucoup, Mme Hébert. Mme Isabelle? De notre côté, nous proposons 4 solutions, ou en fait 4 solutions sont possibles. Nous savons que dans la circonscription ici, nous avons plusieurs jeunes couples qui ont aménagé dans notre région ces dernières années pour plusieurs raisons, telles que le prix des maisons, les espaces verts. Peut-être qu'on pourrait, pour ces nouveaux résidents, qui travaillent actuellement bien souvent dans la région de Montréal, trouver des incitatifs pour rester dans notre région. Ne serait-ce que, par exemple, d'offrir Internet, d'offrir également peut-être un meilleur salaire si possible, mais ces incitatifs pourraient nous permettre aussi de combler nos besoins en main-d'œuvre. Une deuxième proposition serait de robotiser. D'ailleurs, M. Legault propose un fonds de 50 millions pour aider les entreprises à robotiser leur entreprise, ce qui pourrait diminuer le nombre de main-d'œuvre. Une troisième possibilité, c'est effectivement de favoriser le maintien au travail des personnes qui veulent rester au travail malgré qu'ils sont accessibles à leur retraite. Et une quatrième possibilité, c'est l'immigration. Nous savons qu'après 10 ans, près de 26 % des personnes immigrantes admises ont quitté le Québec. Le taux de chômage est près de 16 % chez les immigrants arrivés au Québec depuis 5 ans au moins. Il faut donc en prendre soin de ces immigrants et s'assurer qu'ils vont rester chez nous. Merci beaucoup. On est maintenant au temps de réaction de 30 secondes. C'est à vous. Je ne planifiais pas parler de ça, mais en tout respect, entendre ça, quand vous voulez administrer un test à ces personnes-là, je trouve ça totalement contradictoire. C'est 2 messages qui vont un à l'encontre de l'autre. On ne peut pas s'attendre à ce que les mondes se sentent bienvenus ici.
Si on leur dit aussi qu'il faut qu'ils répondent à un test de français, puis que s'ils répondent mal, parce que, honnêtement, le français est difficile comme langue, j'ai dû l'apprendre moi-même, ils se font expulser du pays. Je trouve ça contradictoire. Pour nous, il faut éduquer en éducation, parce qu'une autre facette importante du problème qu'on a parlé tantôt, c'était que le manquait de main-d'œuvre qualifiée aussi. Merci beaucoup, Monsieur Billette. Je poursuis parce que c'est un point important. Je pense que l'immigration, Aiden te dit un petit peu ce que je pensais. Mais également, il faut les soutenir, ces gens-là, lorsqu'ils arrivent ici. Lorsqu'ils arrivent d'un pays du Sud, qui arrivent ici au mois de janvier, je veux dire, il faut les soutenir. Donc, on aiderait les MRC, les groupes communautaires à ce moment-là via des aides. La formation également, elle est très, très, très importante. Ce qui est au niveau de l'automatisation, de la robotisation que j'ai entendu tantôt, là, ça fait 4 ans que ça existe. Il y a 850 millions qui est investi dedans. Ça s'appelle Manufacturier 4.0 et ça fonctionne tellement bien qu'après 3 ans sur les 4 ans, le fonds est presque vide. Et oui, on va remettre de l'argent comme ça. Et c'est comme ça qu'on va rendre nos entreprises plus productives et réduire le manque de main-d'œuvre. Merci beaucoup, Madame Hébert. Ben voilà, justement, on fait la fête des cultures à Saint-Rémy. Il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler l'été. Et pourquoi ne pas aussi les inciter à rester puis à travailler avec nous même l'hiver, là? Je pense que ça aiderait énormément pour combler les postes dans notre région. Merci, Madame Isabelle. Je tiens, moi, à faire une mise au point que les 50 000 immigrants qui sont reçus à chaque année, ça ne fait pas partie du programme des travailleurs étrangers agricoles. C'est 2 réalités différentes. Je sais qu'il y a en ce moment là, une petite campagne de peur qui dit que les travailleurs étrangers agricoles vont se faire couper. Ça n'a rien à voir avec notre programme d'immigration. Alors, s'il y en a qui doutent de ce que je viens de dire, on a coupé mon micro, on peut s'informer auprès de l'UPA. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant, toujours sur le même thème, une question qui porte maintenant sur le transport. L'offre minimale de transport collectif en milieu rural constitue un atout précieux pour les employeurs et pour l'accessibilité aux services en région rurale. Cependant, le service Taxibus du Haut-Saint-Laurent accumule un déficit année après année et le service est désormais en péril. La situation n'est guère plus reluisante au niveau du territoire des Jardins de Napierville, alors qu'aucun service de transport collectif n'est offert à l'heure actuelle. Que proposez-vous afin d'assurer la mise en place d'une offre de transport collectif durable pour les MRC rurales, telle que celle de votre circonscription? Et nous commençons par M. Billette. Bien, merci beaucoup. Je veux dire, c'est un sujet très important. Puis je veux dire, surtout en milieu rural. It's not always easy to say, I'll have collective transport all around the area, Huntington District. We got different sectors, different way of working. There's some links directly to Montreal. There's some other ways there. Go get something at the first community, bring it up downtown. It's not always easy. We've got range people live on the countryside. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est de travailler de concertation. J'ai resté surpris lorsque on a entendu dire que c'est en péril. Je pense que les maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent au niveau du taxibus travaillent fort actuellement pour s'assurer d'une offre de service qui est adéquate aux besoins du milieu. Mais également, ce qui est important, les Jardins de Napierville, c'est de développer cette offre-là. On a travaillé avec le Centre d'action bénévole. On a fait un projet pilote actuellement avec la MRC. C'est 100 000 $ qui ont été investis pour s'assurer d'avoir le meilleur moyen. C'est pas évident, il n'y a pas de recette secrète. On n'est pas au centre-ville de Montréal ici. Il faut s'assurer d'aller chercher ça. Il y a un plan de transport collectif également, 13 milliards, je crois, qui a été déposé par André Fortin, pour s'assurer que ces gens-là aient une connexion intermunicipale et interrégionale également. On a le CIT sur une partie qui s'en va vers Montréal et on a également le taxibus du Haut-Saint-Laurent et on a un projet pilote actuellement qui est terminé. Qu'il va falloir regarder les conclusions avec la MRC des Jardins de Napierville. Parce qu'il faut regarder, on n'est pas seul là-dedans. Il y a des partenaires. Mais avant tout, il y a des gens qui veulent se déplacer aussi bien pour aller dans les hôpitaux, d'aller dans les grands centres. Et c'est à eux qu'il faut penser, puis c'est comme ça qu'il faut le faire. Et on ajouterait 51 millions au niveau provincial pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci, Mme Hébert. Oui, bien, effectivement, le transport traditionnel, c'est toujours coûteux. Et puis, je pense qu'il faut être imaginatif, puis penser à organiser ce transport-là d'une façon différente. Et, en fait, le Parti québécois fait un pas dans la bonne direction en rapprochant les services de santé des gens. Hein, quand on dit qu'on n'aura pas besoin de prendre l'auto pour aller recevoir le vaccin, bien, ça va alléger beaucoup le problème de transport. Aussi, bien, on veut axer les transports, qu'ils soient actifs
et l'autoportage, le covoiturage, dans le but de briser l'isolement. Vous savez, il y a maintenant des applications qu'on peut mettre adaptées dans nos régions et peut-être que les gens vont avoir au début de la difficulté, mais encore là, je pense que l'entraide va nous permettre de mettre ça au point, puis on va aller vers l'avenir avec ça. Le Parti québécois s'engage à construire avec les régions une loi cadre sur la décentralisation et la régionalisation. Alors moi, je pense que ça va être une des réponses à notre problème de transport. Et ensemble, on peut trouver les solutions. Il faut y voir. Merci. Madame Isabelle. Écoutez, j'ai fait de l'amélioration du transport collectif un enjeu primordial de ma campagne dans Huntington. Et quand on parle de transport collectif, c'est pour le travail, oui, mais c'est aussi pour recevoir des soins. Et c'est vrai que ce dossier est complexe à cause du nombre d'intervenants et de la superficie du comté. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se leurrer. Je m'engage, moi, à mettre en place, dès l'élection ou dès mon élection, des états généraux de transport collectif dans tout le comté afin d'identifier les besoins, trouver les solutions et les acheminer au gouvernement le plus rapidement possible. Quant au dossier Taxibus du Haut-Saint-Laurent, il est inacceptable qu'il soit en péril. Je m'engage donc aussi, dès mon élection, à trouver une solution à un système qui fonctionne bien et qui doit demeurer fonctionnel. Également, je me suis beaucoup promenée dans le comté et je vais trouver les moyens d'assurer un transport adéquat pour toutes les personnes qui nécessitent des soins de santé. C'est beau le travail, mais il y a aussi des soins de santé. J'ai constaté que pour certaines régions dans le comté, avec la réforme Barrette, le CIUS et autres, les soins de santé sont maintenant plus éloignés et on constate qu'il y a beaucoup de plaintes de gens qui ont le cancer, qui ne peuvent plus recevoir leurs soins de santé. Alors, c'est encore une fois difficile à comprendre que rien ne soit fait pour offrir un transport collectif à toutes ces personnes qui ont besoin de soins. Merci beaucoup. Monsieur Hodgkin. Donc, merci d'avoir posé cette importante question. C'est un grand défi dans notre région. Alors que la crise climatique s'accentue et que le transport représente le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au Québec, pardonnez-moi, la disparition des services de transport en commun dans notre région depuis les années 1970, parfois on oublie qu'on en avait auparavant, mais c'est absolument déplorable qu'il ne soit plus ici. Même les réseaux qui ont survécu sont desservis par le privé, qui reçoivent d'immenses subventions publiques sans pour autant offrir un service accessible et de qualité. C'est normal que le taxibus accumule un déficit. Ses prix ne sont pas viables. Ils viennent tout juste de doubler leur prix cet été. C'est pas ça qui va augmenter la demande. Prenons l'exemple d'un groupe citoyen de Huntington. Ils démontrent le fait que le départ vers Montréal pour leur bus a été déplacé à Ormstown. Maintenant, pour faire le aller-retour Huntington-Ormstown, incluant le taxibus, ça coûte 63 $. C'est absurde, 63 $. C'est normal qu'on va prendre nos voitures dans ce cas-là. Québec solidaire entend nationaliser le transport interurbain. On veut développer des gares intermodales pour les connexions, y compris avec le réseau ferroviaire, pour offrir un meilleur service à des prix moins élevés. Nous allons également entreprendre des études pour trouver les manières les plus efficaces d'offrir un service de transport pour les gens n'ayant pas de voiture dans une région qui les oblige actuellement d'en avoir une pour survivre. Je travaille au CLSC avec mon ami Abin McKenzie qui a le Parkinson's. Il ne peut pas conduire sa voiture. Malheureusement, l'État ne l'aide pas, il faut qu'il dépende de nous. L'État l'aide pour le CLSC, mais... Merci beaucoup. Monsieur Billette, votre 30 secondes de réaction. Oui, 30 secondes. Je veux dire, j'écoute les gens, ça semble tellement facile, comme s'il n'y avait rien qui avait été fait dans le comté depuis 15, 20, 30 ans. Il y a des organismes vraiment spectaculaires, vraiment ancrés dans le milieu. SABEC, entre autres, qui font des transports. Les routes du Haut-Saint-Laurent. Les maires avec le CIT. Il y a des efforts qui sont mis en place. Je veux dire, si la solution était si simple, ça serait fait. Mais je veux dire, il y a des bonnes initiatives qui sont faites. L'important, c'est de travailler en concertation. Madame Hébert, je vous rejoins beaucoup, les services de proximité. Il y a une coop de santé maintenant qui est ouverte à Hemingford. Il y en a une qui est ouverte à Hawick. Il y a une clinique de prélèvement sanguine qui est à Hemingford, à La Colle. On en retrouve un petit peu partout. Des fois, oui, il faut traiter les gens, mais il faut rapprocher nos services également. Madame Hébert, votre 30 secondes. Bon, alors, moi, quand je vous ai parlé d'applications disponibles, en fait, c'est pas si loin que ça. Dans toutes les universités, il y a des services de covoiturage. Hein? Les jeunes, plutôt que de monter à Sherbrooke avec l'auto vide, ils vont sur Internet et puis ils ramassent des passagers. Donc, c'est possible d'implanter ça dans nos municipalités assez facilement.
Voilà. Merci. Madame Isabelle? Bien, écoutez, on le voit, on le constate d'après nous, les quatre. On vient d'en parler. On le dit bien que le transport collectif, c'est un enjeu primordial. C'est vrai que on ne peut pas trouver la solution seul. Il faut trouver en concertant la population, en se concertant aussi avec les élus municipaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver des solutions pour toutes les municipalités. Merci beaucoup. Monsieur Hodgin? Je reconnais qu'il y a peut-être des efforts qui ont été faits, mais je pense que quand on regarde l'enjeu climatique devant nous, il faut viser plus haut. On ne peut pas s'attendre à ce que le transport soit... c'est sûr que ce serait mieux à Montréal, ce serait mieux à Québec, mais il faut en avoir dans les régions aussi, puis on a les moyens d'y arriver. Vous avez déjà fait des pas, mais il faut en faire plus. Je pense qu'un service public, c'est la meilleure manière d'y arriver pour offrir un service de qualité sans juste chercher le profit au détriment de la population qui a besoin de soins puis d'aller au travail. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au thème 3 qui porte sur la réalité agricole. Les questions ont été identifiées par les syndicats locaux de l'Union des producteurs agricoles. Donc, la question porte sur la fiscalité agricole. Depuis 2007, les taxes foncières payées par les producteurs sont passées de 35,7 millions à 62 millions. En 10 ans, les producteurs ont vu diminuer leur capacité d'investir de 26,3 millions en raison de cette augmentation démesurée. L'aide de 20 millions annoncée lors du dernier budget est inadéquate. L'Union des producteurs agricoles propose des solutions durables. Limiter la valeur imposable à 20 000 $ l'hectare, imposer un taux de taxe maximal de 80 sous par 100 $ d'évaluation, abolir le plafond de 5 % d'augmentation annuelle de l'enveloppe du programme. Est-ce qu'une fois élu, votre parti entend supporter et mettre en œuvre ces propositions? Alors, nous allons commencer avec Mme Hébert. Oui, bien, premièrement, le Parti québécois est bien attentif aux propositions qui sont avancées par l'UPA. En ce qui concerne le support à l'agriculture, on peut vraiment dire que le Parti québécois supporte vraiment l'UPA. Bien, M. Lisée a été un des premiers et c'est lui qui a été le leader pour le Front commun, qui a été pour aviser Ottawa qu'on ne se laissera pas faire dans cette mauvaise aventure. L'agriculture, c'est nécessaire. À chaque jour, tout le monde mange. Alors, et nous autres, dans notre région, c'est notre économie locale, c'est notre force. Notre programme au Parti québécois est bien étoffé. Et puis, toute la brochure, elle est disponible en ligne si vous voulez la consulter. Mais je vous avance quelques points. L'allègement du fardeau de la taxe foncière, qui va exempter les bandes riveraines et les milieux humides de taxes. 8 millions y seront consacrés. Et puis, on va se préoccuper de la relève, bien sûr, en préautorisant les prêts, même avant qu'ils achètent les terres. Et puis, il y a aussi le déplafonnement des programmes de crédit de taxes agricoles pour permettre le meilleur transfert entre les générations. En fait, il y en a énormément. Madame Hébert, ça met fin à votre temps. Madame Isabelle, c'est votre tour. Oui, je peux vous assurer qu'avec la Coalition Avenir Québec, l'agriculture sera un secteur clé de notre économie. D'ailleurs, la CAQ considère les agriculteurs comme des entrepreneurs. Et je tiens à mentionner aussi que quand je me promène dans le comté, il y a des gens qui me le disent, qui ont été froissés de constater que le ministre de l'Agriculture a occupé 2 ministères en même temps en 2017. Alors, je peux vous assurer que de notre côté, notre ministre de l'Agriculture occupera qu'un ministère. Il travaillera vraiment à trouver des solutions innovantes aux problématiques qui perdurent. Dans un gouvernement de la CAQ, les producteurs agricoles seront au centre des décisions économiques, notamment par la création d'une section dédiée à l'agriculture au sein de l'Investissement Québec. Il y aura un guichet unique pour répondre aux besoins. Un gouvernement de la CAQ va revoir le programme de crédit de taxes foncières en collaboration avec les acteurs du monde agricole et les municipalités. Il faut trouver une solution durable qui permettra aux producteurs agricoles de se développer. La CAQ ne peut trouver seule une solution à cet enjeu. Sur le plafonnement
de l'augmentation du programme de crédit de taxes foncières agricoles, la CAQ s'engage à considérer le déplafonner l'augmentation et nous aborderons cette question dans le cadre des négociations avec les intervenants. Je tiens à mentionner que M. Legault est déjà venu 4 fois dans le comté et il considère que l'agriculture est très, très importante pour notre économie. Merci beaucoup. Monsieur Hodgins Ravensbergen. Oui, donc les taxes foncières sont une réalité que l'on vit chez nous sur notre ferme à Hemingford. C'est d'ailleurs une barrière à l'accessibilité de la relève et un phénomène qui contribue au déclin de la qualité de vie dans le milieu agricole. Québec solidaire est entièrement d'accord qu'il faut s'attaquer au fléau des taxes foncières. Par contre, nous voulons aller à la racine du problème, la dépendance des municipalités aux taxes foncières. Il faut plutôt pointer le doigt au gouvernement québécois qui laisse les municipalités avec si peu de financement qu'elles doivent augmenter une de leurs seules sources de revenus sur le dos de l'industrie agricole. D'abord, nous allons vous libérer de l'attente de remboursement gouvernemental actuel et du fardeau de ce formulaire en allouant directement les crédits aux municipalités. Graduellement, Québec solidaire établira pour les municipalités un nouveau régime fiscal qui les rendra moins dépendantes des taxes foncières, leur permettra de gérer plus de revenus autonomes et sera proportionné aux revenus des contribuables. Ce régime fiscal allouera aux municipalités des points d'impôt sur le revenu pour remplacer les sommes actuellement tirées des taxes foncières. En complément, on établira une taxation de la propriété foncière basée sur l'usage. Certains usages, comme les terres agricoles en exploitation, seront moins taxés que d'autres. Idéalement, il faudrait les taxer le moins possible. Québec solidaire établira un mécanisme pour stabiliser le prix des propriétés selon leur valeur réelle et non leur valeur spéculative. Pour nous, les terres agricoles, ce n'est pas des marchandises spéculatives. Non, c'est des terres nourricières qui nous enracinent dans notre environnement. Nous allons donc mener une grande lutte contre la spéculation foncière, que ce soit l'étalement urbain, l'accaparement excessif des terres par des sociétés comme Pangea ou la gentrification. Merci beaucoup. Monsieur Billette, votre droit de parole. Yeah, thank you very much. I think it's a very important subject. Everyone's been talking about it in the last years. And I'll tell you honestly, we're more hit here in the region. The valuation of all the farmlands is higher than anywhere in Quebec. I've been in Lac-Saint-Jean, Abitibi, it's not the same price at all. Puis je vais vous dire, c'est une problématique qui est réelle. Et je vais dire, c'est pas facile. On voit l'augmentation au niveau des contribuables, des agriculteurs. J'ai été agriculteur toute ma vie. Et je veux dire, au niveau gouvernemental, également, c'est très important. Lorsqu'on parle d'un budget de 1 milliard qui est variant de 850 millions à 1 milliard au niveau de l'agriculture, qu'on envoie maintenant tout près de 200 millions aux municipalités, il y a des questionnements à se poser. On a travaillé beaucoup avec l'UPA. Je vois les représentants, je vois nos 2 présidents d'UPA régionaux, locaux qui sont avec nous ici aujourd'hui. Et je veux dire, c'est des partenaires très importants. Il y a 20 propositions qui étaient sur la table. Il y en a 3 qui ont été retenues. Je pense qu'il y a une belle table de travail, il y a une belle amorce qui est faite en travaillant ensemble. Mais il y a un joueur important qu'on oublie, qui est les municipalités. La prochaine étape, c'est la FQM, l'UMQ. Il faut les asseoir avec nous également à la table pour partir de ces 3 étapes-là et à ce moment-là, s'assurer qu'ils soient partenaires également. C'est facile à dire, on va plafonner, on va arrêter ça là, mais le 3e partenaire, c'est celui qui charge la taxe à ce moment-là. Fait que nous, on s'est donné comme mandat dans la première année d'asseoir les 3 groupes ensemble, en 1 an, régler le cas, mais il faut pallier également la problématique qu'on a actuellement dans le court terme. C'est 20 millions qui vont être investis dans l'année pour pouvoir passer cette année-là, pour à ce moment-là soutenir nos producteurs dont l'évaluation est très importante. Les nouveaux rôles d'évaluation rentrent, puis la valeur estimée des fermes a presque doublé. Donc, imaginez-vous le compte de taxes qui suit. Vous pourrez continuer dans votre 30 secondes, M. Billette. Madame Hébert, c'est votre temps de réaction. Bien, moi, je voulais vous parler de la souveraineté alimentaire, ce beau projet qu'avait lancé François Gendron. Ce programme-là fera en sorte que on va inciter les hôpitaux, les écoles à s'approvisionner des produits de chez nous. Comme ça, ça va permettre aussi le contrôle. C'est sûr que ça va peut-être prendre de l'aide dans leur budget, mais c'est une belle intention. Merci beaucoup. Madame Isabelle? Je vais en profiter également pour vous parler d'une proposition que M. Legault a faite lorsqu'il est venu visiter les serres Lefebvre. Il a vraiment proposé d'augmenter la superficie des serres pour justement s'approvisionner à l'année longue de fruits et légumes pour favoriser l'achat local pour tous nos organismes publics au Québec. Je pense que c'est important que nous soyons nourris de ce que nous produisons ici au lieu d'importer. Merci. Voilà. Monsieur Billette, c'est votre 30 secondes. Ah, mon 30 secondes déjà. Je vais dire... Madame, excusez-moi. Mon œil a bifurqué vers la ligne du bas. Je suis vraiment désolée. Oui, j'ai été surpris.
Pour nous, c'est super important à l'achat local. Par contre, pour la question, je vais rester sur la question, puis on parlait de taxes foncières. Il faut aussi parler du prix des terres qui continue à augmenter. Pour ça, il faut lutter contre la spéculation foncière. L'affaire, c'est que présentement, les municipalités dépendent de la spéculation foncière parce que c'est ça qui va justement faire augmenter leurs revenus. Il n'y a aucune solution durable si on n'enlève pas la dépendance des municipalités des taxes foncières. C'est sûr qu'on veut s'asseoir à une table ensemble pour en discuter, mais au final, la solution, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Billette, c'est votre tour maintenant. Mais je vais poursuivre également sur le domaine des terres. Puis je pense qu'il est important, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. J'ai désigné moi-même personnellement, je veux dire, j'ai travaillé beaucoup avec les gens locaux, tous les agriculteurs, et je veux dire, il y a des bonnes idées qui sont sur la table qui viennent de la région aussi. Il y en a 3 propositions, mais je pense qu'il y en a d'autres d'intéressants. Mais moi, j'ai une certaine valeur qui est peut-être personnelle. Tant qu'on va avoir un pourcentage, uniquement un pourcentage, on va payer le temps en avant. Donc, c'est trouver une solution qui est concertée, qui est faite avec le milieu, puis qui va avoir une équité aussi bien pour le monde municipal que le monde agricole à ce moment-là, que tout le monde s'en sorte le mieux possible. Excellent. Nous sommes maintenant rendus à la question suivante portant sur le même thème. Cette question sera lue en anglais. You can either answer in French or in English. It's your choice. The question is about environment. I'm sorry about that word. It's really hard to say for me. In the spring, the Quebec government unveiled the new 2018-2025 government bio-food policy. However, a few weeks before, the Ministry of Sustainable Development, Environment, and Fight Against Climate Change tabled 24 draft regulations related to the application of the new Environment Quality Act, which came into effect in March 23rd. These rules add to the administrative and financial burden of the agricultural producer. The Ministry of Environment refused to see all the progress made in the environment over the last 20 years, reject all the proposals but forward by the agricultural community, and continues to see the producers as polluters. If elected, what does your party intend to do to ensure that the Ministry of the Environment recognizes the effort and achievements of the agricultural community to protect the environment, adopt regulation based on scientific advances in the sector, and this in connection with the biofood policy, which has ambitious growth targets, and the agricultural food processing sector? Madame Isabelle, it's your turn first. Oui, on parle beaucoup d'environnement et on nous reproche qu'on ne parle pas assez d'environnement en passant lors de la campagne, mais je tiens quand même à rappeler un petit point avant de répondre clairement à la question, que le PQ, le projet le plus que je pourrais dire, le plus polluant de l'histoire du Québec, c'est la cimenterie Mécanisme en Gaspésie. Nous avons été quand même la coalition, les seuls qui se sont opposés à ce projet parce que ça fait perdre des centaines de millions de dollars à nos institutions publiques et fait rater les cibles du Québec en réduction des gaz à effet de serre. Alors, si j'y vais pour la question spécifique, tout en étant en faveur des normes environnementales, il demeure toutefois que les nouvelles règles adoptées par le ministre de l'Environnement augmente le fardeau administratif et financier des producteurs. On veut nos producteurs dans leurs champs et dans leurs bâtiments, mais pas dans les bureaux en train de faire ou remplir la paperasse. La ministre responsable, Mme Melançon, a annoncé qu'elle va reporter l'entrée en vigueur des projets de règlement nécessaires à l'application de la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement initialement prévue le 1er décembre 2018. Cela permettra donc, comme l'ont demandé de nombreux groupes, de poursuivre et d'approfondir le travail avec les différents partenaires. Alors, dans un ordre d'idée similaire, nous croyons à la CAQ qu'il est pertinent d'accroître la production biologique au Québec et nous entendons soutenir financièrement cette transition. Merci beaucoup. Monsieur Huggins. Hello to my Anglophone friends in the room. I'm going to answer in French because I always need to practice, and because I figure that you guys can just come and see me afterwards if you want to ask me any questions. I'd love to chat to each and every one of you. Québec solidaire reconnaît le travail essentiel de tous les producteurs et productrices agricoles de notre région. De toutes les activités économiques, celles qui ont pour but de nous nourrir sont les plus fondamentales à notre survie et à la santé de la population. Québec solidaire reconnaît également les efforts qui ont été déployés depuis plus de 20 ans. Je pense au Club Conseil en agro-environnement, le retrait des animaux des cours d'eau, ainsi que plusieurs autres mesures. Nous voulons travailler main dans la main avec vous pour continuer cette transition, une transition qui est impérative à la durabilité de l'agriculture, l'industrie qui nous nourrit.
sans pour autant placer le fardeau économique de cette transition sur le dos des producteurs et productrices agricoles qui connaissent déjà une qualité de vie en déclin. C'est pour ça que nous souhaitons poursuivre et davantage soutenir ces efforts en investissant dans la recherche publique comme moteur privilégié de développement agricole et en favorisant la revitalisation du ministère de l'Agriculture, afin qu'il redevienne un leader en matière de recherche et d'innovation en coopération directe avec les universités, les chercheurs et bien sûr les agriculteurs et les agricultrices eux-mêmes. Il ne faut pas les oublier dans tout ça. Nous proposons également un soutien technique et financier pour la mise en marché locale et le passage du conventionnel au biologique. Nous allons notamment rembourser la certification biologique. Pour concrétiser notre vision d'une agriculture rentable, durable, locale et solidaire, on va augmenter notre programme de financement par 160 millions de dollars. Vous pourrez continuer dans votre 30 secondes si vous le souhaitez. Monsieur Billette, c'est votre tour. Yeah, thank you very much. We're talking about a sector probably the most important in Quebec there. Agriculture is about 8% of all Quebec economy. It's 500,000 jobs. It's mostly farmers all around the region. Puis je pense qu'il est important, c'est de travailler avec eux. La loi québécoise sur l'environnement datait depuis maintenant 42 ans. L'environnement n'était pas au niveau où on est actuellement il y a 42 ans. Il devait avoir une révision, un allègement à cette loi-là. L'objectif de la loi, c'était de passer de 5 000 certificats d'autorisation à 3 500 certificats d'autorisation. Lorsqu'on fait une loi, il y a des règlements qui en découlent à ce moment-là. C'était 22 ou 23 règlements qui ont été déposés, qui ont été en consultation avant d'être adoptés. Les règlements, c'est la force sur la loi à ce moment-là qui vient appliquer la loi. C'est un petit peu pédagogique, mais je pense que c'est important de rectifier les faits. Les 22 ou 23 règlements ne sont pas en application actuellement. Isabelle Melançon, la ministre de l'Environnement, les a retirés. Le pourquoi? Parce que l'objectif de la loi, c'était d'alléger la réglementation. Mais les règlements faisaient en sorte qu'ils étaient encore plus lourds, plus demandants au niveau administratif. Et au lieu de les faire à l'intérieur, par le gouvernement, c'est maintenant des tables de concertation sectorielle qui vont être faites. Donc, les agriculteurs vont être appelés à la table pour pouvoir s'asseoir avec les gens de l'environnement, puis vraiment détailler c'est quoi nos besoins, puis remettre les faits également. C'est très important. L'agriculture, on a souvent dit c'est des grands pollueurs, mais il y a de beaux projets qui sont faits. Il y a de belles choses, il faut en faire la promotion. Puis même ici, je pense qu'on peut être fiers. Dans les régions d'Huntingdon, il y a le plan de lutte, le plan environnemental. Je vais revenir, on manque de temps. Madame Hébert, c'est votre tour. Alors moi, je salue l'effort remarquable des producteurs de notre région pour préserver notre environnement. Nous connaissons une bonne avancée dans cette protection. Moi, j'ai eu le plaisir de visiter la compagnie Prisme à Saint-Édouard. Vous savez, les mouches roses stériles, ben c'est ça. Ça en est des initiatives, ça, pour justement limiter l'épandage des pesticides ou d'autres produits susceptibles d'affecter notre qualité de vie. Alors, il y en a plusieurs initiatives dans notre région. Il faut les encourager et les encourager fortement. Le Parti québécois les appuiera en mettant en place 8 laboratoires agroalimentaires où seront testés des projets novateurs comme ceux déjà amorcés chez nous. Et pour réaliser ces projets, 4 millions y seront injectés. Alors, vous pouvez consulter notre brochure en ligne, Nourrir notre avenir sérieusement. C'est vraiment très détaillé et très intéressant. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période des temps de réaction. Madame Isabelle, vous avez 30 secondes. Effectivement, il faut souligner l'effort qui est fait dans nos entreprises agricoles pour utiliser d'autres moyens pour éliminer ou du moins diminuer les pesticides, les herbicides et tout. Et dans ce contexte, nous allons évaluer avec les représentants des producteurs agricoles et le ministère de l'Environnement comment tenir compte des avancées passées, des réductions potentielles à venir et comment tenir compte dans l'établissement des exigences envers les producteurs agricoles. Merci. Monsieur Hodgkin. Avec mon 30 secondes, j'aimerais revenir à ce que Mme Isabelle a commencé. Je trouve ça quand même insupportable à entendre que vous parlez de la cimenterie quand que vous êtes allé au Cerf-le-Fort vous-même puis que vous n'aviez même pas un plan pour l'agriculture biologique. C'est impératif. C'est sûr que la biologique va jouer un rôle dans la transition environnementale. Nous, on veut les soutenir à travers ça, parce qu'il faut que ça vienne du bas. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils le fassent tout seuls. Il faut les aider à travers tout ça, main dans la main. On veut augmenter la subvention à 160 millions de dollars par année, à chaque année, à terme. Merci. Monsieur Billette. Vous vous souvenez, lorsque j'ai fait mon introduction, j'ai parlé de fierté. On a de quoi d'être fiers ici dans la région. On a la vitrine
provinciale au niveau de la lutte intégrée. La lutte intégrée, Mme Hébert en a parlé, c'est des mouches. Au lieu de mettre de l'herbicide, maintenant, c'est des mouches stériles puis la mouche de l'oignon. Ça a été développé dans la région aussi, puis on a de quoi d'être fiers. C'est une promotion maintenant à grandeur de la province. On a soutenu ces groupes-là. On peut faire l'agriculture de façon très différente. Il faut la faire connaître. Regardez au niveau des milieux humides. Cette semaine, il y a eu un changement de législation. Les terres noires, maintenant, vont pouvoir se développer et compenser. Pourquoi? Parce qu'on est venu sur le terrain. Isabelle Melançon est venue directement. Les producteurs l'ont informé et on voit les résultats. Je pense qu'il faut faire la promotion de notre agriculture et ce qui a été fait jusqu'à maintenant, principalement dans la région. Merci. Merci. Madame Hébert, votre 30 secondes. Bien, moi, je vais vous parler d'un des laboratoires parce qu'il y en a 6 qui vont être en appel d'offres et il y en a 2 qui vont déjà être mis sur pied dès notre élection. Alors, le premier, c'est, attendez une minute, c'est la politique d'achat local. Et le deuxième sera pour lancer dans une région des projets incubateurs d'entreprises agricoles. Voilà. Merci, Mme Hébert. Nous sommes rendus sur le thème portant sur la culture. La question a été identifiée par le Comité culturel de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Donc, la question... Dans le nouveau projet de politique culturelle, le gouvernement libéral parle de l'urbanisation et de la dévitalisation de certaines collectivités rurales. Pourtant, dans une région comme le Haut-Saint-Laurent, la communauté artistique et culturelle est riche et variée. D'après vous, quels sont les plus gros enjeux dans le domaine culturel rural et comment comptez-vous répondre concrètement à ceux-ci si vous êtes élu à la tête du gouvernement? Alors, M. Hodgkin-Ravensbergen, votre tour de parole. Donc, avant tout, j'aimerais partager votre reconnaissance que le Haut-Saint-Laurent est un milieu culturel riche et dynamique. J'aimerais étendre cette réflexion à ma propre communauté natale, celle de Hemingford, qui comprend lui aussi un milieu culturel abondamment somptueux. Ce n'est malheureusement pas le cas pour le reste de la MRC des Jardins de Napierville, et on peut constater que dans nos régions, il y a effectivement beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Pourtant, le potentiel de la culture en région est énorme. C'est juste qu'un manque de financement freine son développement. Notre gouvernement finance trop peu la culture. Ça ne représente même pas 1% du budget total. Les libéraux viennent d'annoncer leur plan de réinvestir en culture, et je m'en réjouis, mais c'est dommage que ça vienne si tard dans leur mandat. Les régions reçoivent 55 $ par personne pour la culture, tandis qu'à Montréal, le montant, c'est de 286 $, et à Québec, le montant est à 313 $. Entendons-nous que nous sommes beaucoup moins nombreux par ici. Ce manque de financement a fait mal aux artistes et rendu leur domaine encore plus précaire. La majorité des emplois en culture sont atypiques et 85 % des artistes professionnels ne vivent pas de leur art ou sont en dessous du seuil de la pauvreté. Un gouvernement qui a à cœur la culture québécoise doit mieux soutenir les artistes québécois à travers le Québec. Notre culture aura de la difficulté à rester riche si nos artistes restent pauvres. Pendant mes 30 secondes, je vais parler plutôt de nos propositions, mais une qui est super intéressante, c'est de demander à Télé-Québec de créer un Netflix à la québécoise, avec un mandat de faire du contenu pour la jeunesse. Merci beaucoup, M. Billette. Bien, merci beaucoup. Je veux dire, c'est un secteur important dans l'économie du Québec quand même, la culture. Je veux dire, c'est notre identité, c'est notre diversité également. Et je veux dire, on a la chance ici d'avoir une richesse vraiment exceptionnelle, un trésor caché, que ce soit les Jardins de Napierville, que ce soit le Haut-Saint-Laurent. On a de nombreux artistes. L'important, c'est de les connaître, les faire reconnaître, les faire travailler ensemble. Je vois Mme Lachance-Legault qui est là. Il y en a plusieurs d'autres dans la salle ici. Et je veux dire, on a vraiment une particularité. On a notre propre identité. Bilingual, there's people speaking English. There's the Irish people, there's the Scottish, les francophones également. Et je veux dire, c'est une richesse qu'on a. On peut l'exploiter, on peut la développer. Et pour ça, il faut faire travailler les gens en concertation. Il faut les faire connaître. Souvent, c'est des gens qui vont être à Hemingford, qui vont être à Saint-Paul-de-l'Illinois, qui vont être à Dundee, qui vont être partout à travers la communauté. Mais je pense qu'il y a un enrichissement. Les MRC font un bon travail à cet effet-là. Je veux souligner le travail qui a été fait depuis plusieurs années, des politiques culturelles qui ont été mises en place, on les a soutenues. Et on va les continuer à les soutenir encore de façon plus importante. C'est 600 millions. On n'a jamais vu autant d'investissement que ça dans la culture. La politique, je veux dire, c'est un plan qu'on s'est donné. C'est une planche de salut qu'on s'est donnée également pour notre culture, mais c'est 28 millions pour nos projets en région. Je pense que c'est important de développer les projets. Il y a une politique également, un enjeu important au niveau de notre culture, c'est notre patrimoine religieux. On a tous des églises, il y a des communautés qui ont 4-5 églises au moment où on se parle. C'est des problématiques pour certains, mais je pense que c'est une richesse qu'on a dans nos milieux. Je regarde à Hemingford, on a fait une coop santé. À Saint-Anicette, on a fait une salle municipale. Je veux dire qu'il y a des beaux projets qu'on peut travailler pour...
Je vous demandais de conclure là-dessus. Vous aurez 30 secondes pour compléter votre pensée. Je continue maintenant, c'est bon. Madame Hébert, c'est votre tour. Bon, alors, le Parti québécois augmentera de façon importante le budget du ministère de la Culture et des Communications en s'assurant que dans toutes les régions, ce soit déversé. En rendant aussi Internet accessible partout, ben, c'est tout un monde culturel qu'on va rendre accessible. Alors, c'est bien important. Je pense que ça devrait être une de nos priorités. Ensuite de ça, on va offrir du soutien aux porteurs de projets en matière de culture. Le Parti québécois s'engage à conclure des ententes Québec-municipalité dans des domaines requérant une implication sociale, un encadrement et un financement de l'État. J'ai été surprise de constater que, vous savez, il y a des octrois pour mettre en place la politique des aînés, la politique de la famille, mais il n'y a pas rien pour les politiques culturelles. Alors, on va travailler là-dessus pour que les municipalités puissent bénéficier d'experts pour mettre en place la culture dans leur milieu. Encore là, je vais faire en sorte que les retombées soient tangibles dans notre circonscription et je serai aux premières loges avec mon porte-voix. Merci, Madame Hébert. Madame Isabelle. J'adhère avec ce qu'Aiden a dit. Nous voici en présence d'une nouvelle politique culturelle dévoilée par le gouvernement quelques mois avant les élections, alors que ce gouvernement est quand même au pouvoir depuis 15 ans. Néanmoins, pour que ce travail ne soit pas inutile, parce qu'on reconnaît que la politique est intéressante, un gouvernement de la coalition va maintenir le cap en ce qui a trait aux investissements prévus dans ce plan d'action, tout en maintenant ou en mettant de l'avant nos propres priorités. En voici quelques-unes. On veut assurer le financement pour 2 sorties culturelles annuellement pour les élèves, ce qui a été coupé dernièrement par le parti au pouvoir. Assurer la mise à niveau de nos bibliothèques scolaires. Soutenir de façon continuelle les entreprises culturelles locales pour mieux prendre le virage numérique. Installer les infrastructures nécessaires pour Internet haute vitesse dans toutes les régions du Québec et particulièrement chez nous. Miser sur la culture comme moteur de développement économique régional, sensibiliser la population à l'importance de la culture en région, moderniser les infrastructures de diffusion culturelle dans les régions également. Également, la CAQ a annoncé la semaine dernière un investissement de 10 millions pour améliorer et convertir notre patrimoine religieux. Merci, M. Billette, de me l'avoir fait penser, car je l'avais oublié. Voilà. Madame Isabelle, merci. Votre temps de réaction. J'ai le plaisir de vous annoncer que le plan qui est annoncé sur votre feuille n'est pas à jour. En fait, on vient d'annoncer notre propre politique culturelle et je suis content de dire qu'elle est solidaire. Donc, on maintiendrait et on bonifierait de manière significative le plan d'action de la nouvelle politique culturelle et on offrirait un fonds de 30 millions de dollars par année destiné exclusivement aux artistes, aux organismes et aux producteurs culturels hors de Montréal, qui seraient répartis à travers nos régions. So, just to say that in English, what is written on the pages right now is incorrect. We've just announced our new cultural plan, and I'm very proud to say that it is in solidarity with our artists who are going through many financial problems right now. So we want to increase the budget that the Liberals have proposed by $30 million. That's about the time I got. Merci. Il y a eu un petit problème avec la minuterie. Alors, en termes d'équité, M. Hodgkin a eu plus que 30 secondes, donc on va rajouter un petit peu de temps, un petit combien? Un petit 5 secondes supplémentaires. Ça vous va? OK. Bon, ben c'est de commun accord. C'est bien. Monsieur Billette. Attendez. Vous avez 30 secondes. C'est à moi maintenant, j'ai 30 secondes. Bien, il n'y a pas de problème. mais je veux dire, j'écoute certains commentaires. On dirait que jamais rien qui a été fait dans la région au niveau culturel. Les MRC ont été des joueurs importants. Vous avez des politiques culturelles, vous avez des agents culturels qui sont là. Vous avez fait du développement culturel au cours des dernières années. On ne peut pas dire qu'il n'y a jamais rien qui a été fait. Les gens du milieu se sont pris en main. Le Circuit du paysan a intégré la culture à ce moment-ci. Il y a des organismes qui sont en place, mais il faut continuer avec eux. Il faut continuer à travailler avec eux. C'est la concertation qui va nous faire avancer au niveau de la culture et faire reconnaître ce qu'on est, mettre en valeur également le patrimoine qu'on a, les avantages qu'on a, ce que les personnes qui nous ont précédés nous ont laissé. Merci beaucoup. Madame Hébert, 30 secondes, 35 secondes.
Ben voilà, moi je crois que par le réseau des bibliothèques, nos bibliothèques devraient être vraiment personnalisées dans chaque municipalité. J'entends par là qu'elles bénéficient d'une salle où vraiment on peut s'installer et puis lire un livre ou encore apprécier les expositions de nos artistes locaux. Alors, plutôt que de penser à toujours ramasser les bibliothèques avec le milieu scolaire, si on en faisait vraiment... Voilà. Merci, Mme Merci. Hébert. Vous avez compris pareil. Madame Isabelle, 35 secondes. Oui, en fait, je reconnais qu'effectivement, nous avons déjà beaucoup d'activités culturelles dans notre circonscription, des activités super intéressantes et très motivantes, mais il ne faut pas non plus se leurrer. On pourrait bonifier ces activités-là et surtout s'organiser ou en fait organiser qu'il y ait plus de rencontres entre l'Est et l'Ouest dans les activités culturelles. Également, l'infrastructure d'Internet haute vitesse devient essentielle dans notre circonscription et favoriserait beaucoup plus d'échanges aussi culturels pour tout le monde. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant au 5e thème de la soirée qui porte sur l'environnement. Donc, les questions ont été identifiées par les organismes communautaires locaux en environnement. Donc, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection viendra protéger les sources d'eau potable au Québec. Toutefois, l'application réglementaire reviendra aux MRC et municipalités qui sont déjà surchargées par plusieurs responsabilités déléguées par différents ministères. Ces instances municipales manquent régulièrement d'expertise et de moyens financiers adéquats pour une telle application. Comment pensez-vous pouvoir soutenir les MRC, les municipalités et leurs partenaires, que ce soit financièrement ou techniquement? L'accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante devrait être une question de santé publique et même de sécurité nationale, surtout dans le contexte actuel des changements globaux et climatiques. Donc, M. Billette, premier tour de parole. Bien, merci beaucoup. C'est un règlement, je veux dire, qui est tellement important. Il y a une raison, moi, pourquoi je suis venu en politique, lorsque je me sensais il y a 10 ans. C'était pour mes enfants. Préserver à ce moment-là, leur laisser un avenir. Le plus grand avenir qu'on a au Québec, c'est sans aucun doute notre plus grande ressource, c'est notre or bleu. C'est la ressource primaire. On a le plus grand pourcentage sur un même territoire d'eau potable. Il faut le préserver. Il faut s'assurer qu'on en fait un usage qui est adéquat pour nos générations futures. C'est eux, à ce moment-là, qui vont pouvoir en bénéficier, qui vont pouvoir la faire prospérer et qui va devenir une richesse et la fierté du Québec. Le règlement qui a été mis en place, c'est un des plus sévères au monde, je l'avoue, mais je pense que c'est dans nos valeurs de pouvoir préserver l'équité intergénérationnelle à ce moment-là, de s'assurer que nos enfants également aient accès à cet or bleu-là, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour ne pas dire les générations qui vont succéder à ce moment-là. C'est une demande, il y a plusieurs municipalités qui l'avaient demandé, de pouvoir avoir une interaction. Les municipalités, la loi 122 l'a démontré, ce n'est pas... Je n'aime pas le mot. Monsieur le préfet est avec moi, il y a plusieurs maires également. Ce sont des gouvernements de proximité. Ce sont eux qui connaissent le mieux le territoire. Et il y a une chose, il faut que vous soyez assurés, ils ne seront pas laissés à eux-mêmes pour gérer l'eau. Il va y avoir les experts du ministère de l'Environnement. Il va y avoir des recommandations qui vont être formulées par le ministère de l'Environnement. Et ceux, à ce moment-là, qui auront un droit, qui voudront être peut-être travailler avec leur communauté, refléter une réalité qui pourrait être encore plus stricte au niveau de leur environnement, ça sera à eux de prendre la décision à ce moment-là. Mais le ministère de l'Environnement va toujours être là pour les accompagner et les soutenir par leur expertise et leurs ressources humaines. Merci. Madame Hébert. Bon, ben notre or bleu, il y a vraiment quelqu'un qui s'est ramassé avec des grosses responsabilités. Ce sont les municipalités à qui on a donné une charge colossale. On va s'assurer que les budgets et les ressources suivent les attentes. Bien sûr, tout le monde souhaite qu'on ait de la bonne eau partout, mais en ce moment, ce sont les municipalités qui en assument les frais. Alors, pour soutenir les municipalités, le Parti québécois s'engage à augmenter les redevances de manière significative. Et elles seront versées dans les régions où on retrouve l'exploitation de ces ressources, de nos ressources naturelles. Aussi, on va faire le financement
pour bonifier les normes gouvernementales en matière d'environnement, en particulier tant qu'à la protection de l'eau. On a 2 stratégies, la réduction du risque d'inondation et la protection des milieux humides. Alors, les milieux humides, évidemment, c'est visant à la réduction des déversements des eaux usées, misant sur une mise à niveau des ouvrages prioritaires d'assainissement des eaux, sera aussi adopté. Merci voilà. beaucoup. Madame Isabelle? Écoutez, l'accès à l'eau potable en qualité et en quantité suffisante, il me semble que c'est non négociable partout où on soit au Québec. Le Québec possède les réserves d'eau, on l'a dit tantôt, là, les réserves d'eau potable les plus importantes dans le monde. Il n'y a aucune raison qui justifie que des municipalités ou des régions aient de la difficulté à s'approvisionner en eau potable, surtout en 2018. Encore aujourd'hui, des municipalités du comté ont des problèmes d'approvisionnement en eau potable et en plus, ils sont responsables d'en payer les frais, un peu comme vous l'avez dit. C'est inacceptable. L'expertise technique et le financement sont les éléments clés de la réussite d'un programme d'implantation de règlement visant l'accès à l'eau potable et également avec des normes réalistes. Alors, c'est pourquoi qu'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec partagera avec les municipalités les ressources financières et techniques pour la mise en application efficace et réussie de ces règlements. Il en va de la santé de toute la population. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre ces 20 secondes à elle? Non, vous avez 1 minute 30. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'environnement. Il y en a beaucoup. Donc, Québec solidaire reconnaît le statut de l'eau comme bien commun. Et à cet effet, on adhérera à la résolution des Nations unies sur le droit fondamental à l'eau et à l'assainissement. Nous déplorons d'ailleurs le manque d'accès à l'eau potable de 2 communautés autochtones au Québec. Québec solidaire exigera l'évaluation rigoureuse des risques associés aux activités pouvant nuire à la qualité de l'eau potable et on augmentera aussi les redevances sur notre or bleu, à l'exception des entreprises agricoles. Nous comptons permettre aux régions et aux municipalités d'adopter des règles environnementales plus strictes que celles au Québec, si elles le jugent nécessaire après une consultation publique. Des ressources additionnelles, tant financières que techniques, seront offertes aux MRC et aux municipalités pour assurer une protection adéquate de nos sources d'eau potable. Je dois terminer en soulignant la distinction de Québec solidaire au niveau environnemental, que l'on constate par notre plan de transition économique et nos politiques sur l'eau. La CAQ et les libéraux ont démontré une ouverture quant à la possibilité de l'exploration pétrolière au Québec, incluant même dans les milieux hydriques. Le ministre Pierre Moreau a d'ailleurs brisé une promesse à cet effet. Si vous voulez d'autres preuves de leur manque de crédibilité pour protéger et décontaminer l'eau, il suffit d'étudier le dossier des lagunes de Mercier, une contamination qui prive 4 municipalités de la région de l'eau de leur nappe phréatique, et ce, depuis plus de 50 ans. C'est une des pires catastrophes écologiques au Québec et j'ai jamais entendu un de mes collègues ici en parler. Pour notre part, nous exigeons les mesures appropriées et que les pollueurs paient la facture. Merci. Monsieur Billette, votre 30 secondes de réaction. Bien, parfait. Je pense qu'il est important de savoir de où qu'on est parti pour où on va arriver. Lynn Beauchamp, je me souviens, lorsque je suis arrivé au niveau du gouvernement, a déposé la première loi. Première des choses, il faut savoir, pour légiférer l'eau, que c'est un bien national à ce moment-là. C'est la première loi qui a été mise en place, c'est la loi 123 ou 127, je ne me souviens pas du numéro. Mais je pense qu'il faut la préserver et surtout pas la contaminer. Des projets d'égout, là, il y en a eu à Sainte-Barbe, McFord, Saint-Michel, Saint-Jacques-le-Mineur, Lacolle, Armstown, Huntingdon. Il y en a eu partout à travers le comté. Pourquoi? Pour préserver notre milieu naturel, qui est l'eau potable, et améliorer sa distribution également. Merci. Madame Hébert. Eh bien, tantôt, je vous parlais des 2 stratégies. Ben voilà, il y en a une que je vous ai passée parce que je regardais le chronomètre et puis je pensais de manquer de temps. Alors, pour les risques d'inondation, les stratégies, c'est en misant sur la concertation à l'échelle des bassins versants, la prise en compte des risques d'inondation. Vous savez, à Lacolle, on a connu ça, les inondations. Alors, je pense qu'il est temps qu'on s'y penche sérieusement. Merci, Mme Hébert. Madame Isabelle, votre tour. Écoutez, j'ai peu de choses à dire, si ce n'est que c'est comme vraiment incompréhensible qu'en 2018, il y a encore des gens au Québec qui n'aient pas accès à l'eau potable, alors qu'on sait que ça peut être très endommageable pour la santé et que ça peut donc aussi augmenter les coûts de la santé. Alors, c'est une condition sine qua non, l'eau potable, s'il vous plaît.
Merci. Oui. Encore une fois, je prendrai 9 secondes. Pour moi, il faut aller au-delà de ça. On est d'accord que c'est un droit fondamental, mais il y a beaucoup plus à dire sur le sujet. Pourquoi qu'on ne décontamine pas les lagunes de Mercier? C'est sûr que vous êtes contre une contamination d'autres milieux, mais on a négligé, gouvernement après gouvernement, le besoin de ces populations-là d'avoir accès à l'eau potable de chez eux. Ils prennent encore l'eau de Châteauguay en ce moment, ici, après 50 ans. C'est déplorable selon nous. Et nous, on ne veut pas juste que ce soit les fonds publics qui payent pour décontaminer les lagunes de Mercier. Non, on voudrait que ce soit les pollueurs, parce que c'est eux qui l'ont causé en premier lieu. Merci beaucoup. Donc, ce qui conclut la section environnement, nous serions rendus au dernier thème de la soirée qui porte sur les réalités anglophones. This question will be read in English. This question has been identified by the Community Learning Center from the New Frontier School Board in collaboration with the Montérégie West Community Network. Anglophone in the Haut-Saint-Laurent represent 34.2% of the population, measuring out to 7,545 individuals. What are some of your strategies that you would implement to be more inclusive to the English expression communities? Alors, first one to speak would be Madame Hébert. Yeah. Alors, la MRC du Haut-Richelieu, riche de sa diversité d'expression, est exemplaire et devrait inspirer d'autres régions. La cohabitation entre la communauté francophone et anglophone est harmonieuse et respectueuse. Il n'est pas rare d'entendre les citoyens passer de l'anglais au français dans la même discussion. Pour moi, la langue n'est pas nécessairement une frontière. C'est pas ce qu'on vit par chez nous. Alors, tous les résidents de notre circonscription rencontrent les mêmes problèmes de la vie quotidienne. La pauvreté, l'isolement, la préoccupation de bien nourrir et de bien loger les siens, c'est pas une question de langue. On peut être très solidaire dans ce sens. Alors, soyez assurés, le caractère spécifique de la MRC au Saint-Laurent sera respecté tel qu'il est prévu selon les différentes lois. Voilà. Merci. Madame Isabelle? My career has led me to work in school and university in Quebec, in New Brunswick, and Ontario. I'm of the opinion that Anglophones are well integrated in our community. They contribute to the cultural, economic, and social wealth of all of Quebec. What interests me is to increase les échanges between francophones and anglophones. Par exemple, nous pourrions échanger sur les pratiques éducatives, car je vous rappelle que dans certaines commissions scolaires anglophones, le taux de succès est plus élevé dans ces commissions scolaires-là que chez nos francophones. Alors, when I will be elected, I will form a committee of wise men and women composed of Francophone and English, which will have the mandate to develop programs and events to which members of the two communities will contribute and participate. Cela va contribuer à bonifier davantage nos deux communautés. In closing, I wish to remind you of the Article 1 of the CAQ Constitution. The Coalition Avenir Québec is a modern nationality party which first objective is to ensure the development and prosperity of the Quebec nation within the Canada, tout en défendant avec fierté son autonomie, sa langue, ses valeurs et sa culture. Merci beaucoup. Monsieur Hodgin? Hi, everyone. Finally, I get the chance to speak in my native language. So as the only Anglophone here representing one of the four major parties, I want to applaud this debate for its unifying approach. Thank you very much to the organizers. Offering answers to all of these questions in the English language and asking this important question about English inclusion is fundamental in a democratic society where Anglophones have historic rights. Some of my neighbors have been here in Quebec for generations, and I hope they will remain in this beautiful place as I myself will. To answer your question, I stand with my spokesperson, Manon Massé, who said, aptly, yesterday, in the leaders' debate, that a first step would be to listen more. We need to engage in a discussion.
What the English-speaking community has been saying for a long time is that it needs to keep its schools and access to health and social services in English, especially for the aging population, for whom French is more of a challenge. It is thus important to safeguard our English school boards and our English services. With Québec Solidaire, we have a vision of a Quebec where unity, inclusion, and diversity are valued, and where people's rights come first. We also think Anglophones, Francophones, and Allophones could all benefit from speaking more languages, or even so the story of two solitudes can become a lesson of the history books. Everyone can agree that we must protect the English community's rights, and everyone can agree that Quebec's place as the bastion of French in North America also needs protection. They are far from being mutually exclusive. I say we listen to Manon, and we listen to each other, so we can move beyond the divisions of the past and look to a future where we can all move forward, hand in hand. Merci. Monsieur Billette? Thank you very much for the question. I think it's very important. I'll tell you honestly, I've been living in a district for 47 years. I grew up in Howick, and now I'm in Saint-Ancet. And I've been dealing with English people. People in Quebec ask me, are you speaking English or French with your friends? I don't know. We speak French, sometimes English. It's something we've got to be proud of. And to be proud of, we need to work all together. We've been the first government to have a Secretariat for Relations with the English-speaking community. We've been the first one to do it. We had a minister called Claudine Veil. She showed up here. She talked with 100 people from the English community. We visited Hack Center in Huntington. We met with the school board, farmers at Briar Hill Farms. So we went all around the district to know what the needs of the community. And now we have $25 million in the next 6 years. The first projects have been are received right now for we got about $7 million, and I think we can make some very great projects here in the region. And I think that has to come from the region, the people living there, and people staying in the region. That will be very important. And we have to do it with partners. We're lucky here. We have the head office of the CEDEC, the Communauté de Développement Économique, des Communautés Anglophones. We're working with municipalities. We got bilingual municipalities, and about the school boards. There's a question I want to hear tonight. We're going to keep the school board in English. Someone said they're doing a great job. Why do you want to abolish them? Merci beaucoup. Temps de réaction de 30 secondes. Madame Hébert. Moi, je n'aime pas les comparaisons. En fait, moi, je suis une fille qui est pour le partage. Dans notre lacole, tantôt, je vous parlais de l'inondation. Bien, je pense qu'on ne s'est pas posé la question si la personne était d'origine anglophone, s'ils étaient anglophones ou francophones. En fait, quand ça a été le temps de travailler ensemble, et c'est ça qui fait notre force dans la circonscription d'Huntington, notre travail, notre communauté, on travaille ensemble. Merci, Madame Hébert. Madame Isabelle. Écoutez, je vais prendre 30 secondes pour vous dire, I know my English might not be that good, but I will improve by the end of the first years of my term. I promise you. C'est votre tour. That's real shameful. I mean, she had 30 seconds to answer Mr. Billette's question, and she didn't even address it. I mentioned in my first speech that it was absolutely essential to safeguard our school boards. I mean, you may want to replace it with an English system, but you said it yourself that it's a good system that works right now. We're getting good dividends on it. People in school are doing great in the English school system compared to ours, at least. So why would we want to abolish it? And democratic participation is higher in the English school system. So shouldn't we value that democratic citizenship instead of putting it away? Merci beaucoup. Monsieur Billette, 30 secondes. Aiden's stealing my answers right now. I'll tell you honestly, I've been working with the community. I've been living with your people. Even the kids in Huntington, they all call me Mrs. Poulin's husband because she's been teaching there for 25 years. It's in my roots. It's my heart. I always defend them. The school boards, they'll be coming. They'll be surviving. They're there to stay, to make the good education of all our kids and make sure they have a great life in the district of Haut-Saint-Laurent and Huntington District. Thank you. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la question du public. Nous en avons pigé une. On aura le temps pour une ce soir. Alors, cette question porte... Allez. Est-ce normal qu'on doive payer pour une évaluation au privé d'un élève ayant un trouble de TDAH?
Donc, l'ordre de réponse... Voulez-vous que je répète? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Est-ce normal qu'on doive payer pour une évaluation au privé pour un élève ayant un trouble de TDAH, de trouble du déficit de l'attention? Ça va? Alors, l'ordre de prise de parole sera Madame Isabelle, vous serez la première à répondre à la question. Écoutez, non, c'est pas normal, effectivement, mais on sait que malheureusement, le Parti libéral, qui est au pouvoir depuis 15 ans et particulièrement depuis 2-3 ans, a coupé dans les services aux élèves. Plus de 300 professionnels de l'éducation ont été coupés dans le système scolaire. Alors, effectivement, ça emmène des parents qui sont dépourvus avec leurs enfants, qui ont certaines difficultés et qui doivent donc aller dans le privé pour répondre ou pour du moins s'assurer qu'ils aient des services adéquats, des services éducatifs. Donc, non, honnêtement, ils ne devraient pas aller dans le privé pour faire de l'évaluation. C'est pour ça aussi que nous proposons la prématernelle 4 ans. Parce que dès 4 ans, nous sommes en mesure de voir si les élèves auront des difficultés d'apprentissage et des difficultés au plan social. Et ça serait tout payé par le gouvernement ou par nous, en fait. On doit s'entendre, le gouvernement, c'est nous. Donc, on pourrait apporter rapidement le service aux élèves afin qu'ils puissent réussir leurs études et atteindre leur diplôme et leur plein potentiel. Voilà. Merci. Monsieur Hodgins? Donc, vous avez sûrement pu remarquer à travers la manière que j'ai répondu aux questions précédentes, chez Québec solidaire, on veut revaloriser le système public. C'est effectivement complètement un non-sens. Je sais que ça ne se dit pas, mais c'est le cas, que les enfants doivent aller dans un système privé pour se faire évaluer. Il y a énormément d'enfants qui sont TDAH. D'ailleurs, quand j'étais à mon école primaire, beaucoup de mes amis avaient ce problème-là. Mais c'est justement incohérent qu'on leur demande de payer pour ces services-là. Nous, on pense qu'il faudrait revaloriser le système public pour leur donner les moyens d'avoir accès à ces soins-là de façon gratuite et de façon accessible. Merci. Monsieur Billette? Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises. Premièrement, les choses, il faut mettre en perspective. Il faut se donner les moyens de le faire. Lorsqu'on est arrivé en 2014, c'était un trou de 7 milliards qu'on avait devant nous. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on était pour faire lorsqu'on était pour régler le déficit? On était pour investir dans l'économie, et dans l'éducation et dans la santé. Et lorsqu'on parle d'éducation, on est en voie d'embaucher 8 000 professionnels. Les sous sont là, on doit les former. On doit également soutenir nos enseignants. Je veux dire, je suis bien placé, j'ai quelqu'un avec qui je partage ma vie qui est une enseignante actuellement. Je la partage depuis 25 ans. Et je veux dire, cette personne-là, ça peut avoir une aide dans sa classe de maternelle. Ça va pouvoir soutenir ces enfants-là de TDAH. Ce n'est pas uniquement dans la brique, mais dans le soutien également à nos élèves. C'est ce qui est important. Soutien à nos enseignants également. Je pense que c'est ça qu'il faut, parce qu'on ne choisit pas d'être TDAH, d'avoir un enfant TDAH. Mais il faut bien l'encadrer, il faut bien travailler avec lui, et il faut le faire progresser dans notre communauté. Puis je pense que c'est ça qui va nous donner une communauté beaucoup plus riche, beaucoup plus fière de ce qu'elle est. Puis on va pouvoir lui donner les moyens d'avoir une carrière à la hauteur de ses attentes et qui va apporter un bien productif dans la communauté. Donc, je pense qu'il faut bien les encadrer, il faut avoir les professionnels en place. Puis c'est ça, je pense, qui va faire évoluer notre milieu scolaire, notre milieu de l'éducation, mais surtout notre communauté de demain. Merci. Madame Hébert, 1 minute 30. Bien voilà, nous, au Parti québécois, Alexandre Cloutier a proposé la loi Bouclier. C'est une loi qui va empêcher toute coupure en l'éducation. Vous savez, les enfants, c'est notre avenir. Alors, c'est important d'investir dans leur éducation. Maintenant, pour ce qui est de la question, ben non, c'est pas normal qu'on soit obligé d'aller au privé pour que notre enfant reçoive les services. Le Parti québécois, évidemment, va augmenter les services professionnels aux élèves d'une façon très concluante. Ensuite de ça, en revalorisant la profession d'enseignant, je pense que nos enseignants vont peut-être être plus en mesure de soutenir les enfants et puis de les acheminer vers les professionnels. Alors, aussi, je pense que c'est important pour nos enfants
dans notre région, que justement les services soient accompagnés du transport en question. Parce que quand l'enfant ne peut plus prendre l'autobus parce qu'il a eu à rencontrer quelqu'un le soir, là, les parents ont encore un problème. Alors, je pense qu'il faut vraiment se concerter puis apporter un service complet, un accompagnement complet pour nos enfants. Merci, Mme Hébert. Temps de réaction, Mme Isabelle, 30 secondes. Bien, je suis un peu surprise de constater que M. Billette a mentionné qu'effectivement, bon, il travaille avec il vit, hein, je pense, avec une enseignante. Excusez, mais je suis comme un peu étonnée de dire qu'il faut valoriser la profession enseignante, etc., mais il faut quand même qu'il admette que près de 300 postes de professionnels en éducation ont été coupés en éducation en 2015, 2016 et 2017. C'est important et c'est pourtant, comme l'a bien dit Mme Hébert, ce sont nos enfants à qui on a coupé cela. Merci. Je suis complètement d'accord. Après 15 ans de coupure, il faut effectivement passer à autre chose. Mais comme que M. Billette a dit, je suis content de l'avoir entendu, il faut se donner les moyens. Nous, on a un cadre financier qui a budgété des dépenses en éducation. Puis, comme que M. Billette, il y a un potentiel énorme pour les enfants TDAH. D'ailleurs, je pense à Eddie Murphy, puis à plusieurs autres grands célèbres qui ont passé au travers d'un phénomène qui est difficile à l'enfance, mais qui est tout à fait surpassable. Donc, il faut se donner les moyens. Merci. M. Billette, 30 secondes. Mais effectivement, il faut se donner les moyens, puis il y a des beaux cas de réussite. Mais je veux dire, les plus grandes coupures qu'il y a eu dans l'histoire, c'est en 98. C'était un certain chef d'un parti politique. Il y a même une vidéo qui roule actuellement qui disait qu'il faut faire des choix, il faut couper dans l'éducation. Nous, on ne coupe pas, on investit dans l'éducation. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans notre futur, dans notre milieu, dans nos créateurs de richesse également dans le Québec. Merci beaucoup. Merci, Mme Hébert. Votre temps de réaction. Pour l'éducation, vous savez aussi, c'est important d'augmenter un esprit sain dans un corps sain. Alors, c'est bien important d'augmenter les temps d'activité physique pour nos enfants pendant les périodes scolaires. Je pense que, en fait, quand on a le temps de courir et qu'on peut courir vraiment dans des endroits bien adaptés, bien, on a des meilleurs rendements scolaires après. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Maintenant, chaque candidate a 1 minute et demie de mot de la fin. Donc, ça va être M. Billette qui va commencer avec son mot de la fin. Ah, OK, je pensais qu'on continuait dans l'ordre qu'on était à ce moment-là. Non, c'est un ordre différent. Je vais être bref quand même. C'est le même ordre que l'introduction. Bon, il n'y a pas de problème. Premièrement, je veux remercier les candidats. Je pense que c'est un débat sain pour la région, d'entendre ce qu'on a à dire des propositions. Puis ce qui est intéressant dans la politique, c'est qu'on peut avoir des idées différentes et on peut en discuter en tout respect. Puis je pense que c'est ça le mot respect que je vous ai dit dès le début, de travailler en respect, de travailler avec le monde. Moi, je vais vous dire, c'est une fierté de pouvoir vous représenter depuis maintenant 10 ans et continuer encore pour un autre 4 ans. Je vais dire, je vais le faire avec fierté, à la hauteur de vos attentes. On peut avoir des députés qui représentent le gouvernement ou qui représentent leur parti dans un comté. Moi, vous me connaissez, je suis celui qui représentait les citoyens auprès du gouvernement. J'étais votre député et je vais continuer à être votre député. Puis on va travailler ensemble, on va travailler pour la prospérité de la région et la fierté de notre région. I'll tell you honestly, I've always been proud to be someone from Huntington. I was born here, I lived here, my family grew up here, my kids go in school in Huntington, my wife's teaching in the region. I'm someone, my roots are in here, and I'm so proud to represent all the people. All depending which politic party you're from, which language you're speaking, que ce soit peu importe l'orientation politique, je pense qu'on a un devoir en tant que représentant d'un comté, c'est de travailler pour les 60 000 citoyens de la circonscription, et je vais continuer à le faire avec fierté le 2 octobre au matin. Thank you very much, et merci à l'organisation également, vous avez fait un travail formidable. Merci. Mme Hébert. Alors, je tiens à souligner, avant de passer aux remerciements, que moi, je suis surprise qu'il n'y ait pas eu de questions sur la santé. Pourtant, notre santé est importante à tous âges. Alors, le Parti québécois est aussi fier de son programme en santé et en éducation. C'est bon pour nos vieux et pour nos jeunes. Les CLSC seront ouverts 7 jours par semaine dans tout notre comté.
Alors, un merci bien sincère pour l'organisation du débat dans notre coin de pays démocratique. C'est important d'offrir aux citoyens l'occasion de bien s'informer. Merci, chers compatriotes, de nous avoir écoutés. Votre choix sera plus éclairé. Le Québec est à risque, vous savez, avec la gestion de l'offre. Alors, pensons à élire ceux qui n'abandonneront jamais les agriculteurs. Pensons à nos aînés, à nos familles. Pensons à rapprocher les services pour le mieux-être de tous. Sérieusement, c'est avec le Parti québécois au pouvoir, l'équipe la plus expérimentée, crédible au service des gens, que nous connaîtrons l'essor de notre région. Sérieusement, je vous invite à vous prévaloir de votre droit de vote. Merci beaucoup. Madame Isabelle, votre mot de la fin. Merci pour votre présence. Merci également aux organisateurs et merci à mes collègues. Ce débat vous a permis de constater les problèmes qui persistent depuis tant d'années dans notre comté. J'espère que nos réponses vous aideront à sélectionner lequel des partis pourra le mieux régler justement ces problèmes ce soir et lequel est le plus crédible avec la meilleure équipe et les meilleurs candidats pour résoudre ces problématiques. Pour moi, la réponse est claire. C'est la coalition Avenir Québec dans Huntington et un gouvernement à Québec. Le 1er octobre, le choix est donc évident. Votons tous pour le changement, pour l'intégrité, pour une saine gestion de nos finances publiques, pour une meilleure éducation pour nos enfants, pour du respect et des soins de qualité à nos aînés, pour mieux soutenir financièrement nos familles, nos agriculteurs, pour redonner un véritable élan au Québec. Bref, parce que le Québec peut faire plus et faire mieux, il faut voter pour nous, pour un Québec meilleur avec la CAQ, avec son équipe et M. François Legault comme premier ministre. Le changement, c'est maintenant. Merci. Monsieur Hodgin Ravensbergen. Pour terminer, j'aimerais aller au-delà de ce qu'ils ont tous dit. J'aimerais parler de l'environnement encore une fois parce qu'il faut parler du futur de l'humanité à ce moment-là. Je suis né dans un monde où le consensus scientifique sur la réalité des changements climatiques et l'importance d'agir était déjà établi. J'ai grandi dans un pays sous des gouvernements qui ont brisé promesse après promesse face à cette réalité. Après l'abandon de l'accord de Kyoto, et maintenant qu'ils sont en voie de sérieusement manquer les cibles de l'accord de Paris, nous devons non seulement questionner, mais critiquer la crédibilité et le courage politique de nos dirigeants. Ils adhèrent à une idéologie néolibérale que les grands économistes de ce monde, comme Thomas Piketty, Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, critiquent pour sa création d'inégalités systémiques et grandissantes. Pour sa part, la communauté scientifique critique le néolibéralisme pour sa dépendance à une croissance effrénée, qui engendre la surproduction et la surconsommation aux dépens de la nature et de notre avenir. Dans un tel système, il ne suffit pas de proposer des demi-mesures tout en continuant le bon vieux business as usual. Il faut un plan structurant, concret et ambitieux. Et c'est ce qu'on vous propose avec notre plan de transition. Une coalition de groupes environnementaux respectés à travers le monde, incluant la Fondation David Suzuki, Équiterre, Greenpeace et d'autres, ont étudié nos plateformes respectives. Je vais vous dire les notes qu'on a eues. 74%, seule note de passage. 9%, 13% pour M. Billette et les libéraux, 52% pour le PQ. À travers ce grand défi et celle dont nous avons parlé aujourd'hui, Québec solidaire et moi, on a choisi notre côté. On veut être du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup. Alors, je vous inviterai, ça sera le moment d'applaudir. Je sens que vous ne pouvez plus, là. Peut-être applaudir nos candidates qui se sont prêtés à l'exercice ce soir. J'ai des petits mots de remerciement avant de vous souhaiter une belle fin de soirée. Donc, j'aimerais remercier le partenaire principal de l'événement, la CDC des Jardins de Napierville. Donc, merci aux 4 candidats, encore une fois, de s'être prêtés à l'exercice et d'avoir contribué financièrement à la réalisation de l'événement. Merci aux différents partenaires, TVSO, Signature démentielle, Pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent, UPA Haut-Saint-Laurent, UPA Jardin de Napierville, ADDS Huntingdon, Résidentiel, la Maison des jeunes Huntingdon. Et merci finalement à tous les bénévoles qui se sont investis dans cette belle soirée. Et merci à vous
tous, citoyens, citoyennes, de s'être déplacés pour un événement de démocratie dans votre comté électoral. Merci beaucoup.